qui est le Conseil citoyen, qui doit se réunir régulièrement pour envisager les résultats par rapport aux engagements pris. Parce que là, nous sommes en campagne. Pas de 49.3 alors à la municipalité de Perpignan. C'est très bien de parler du national, Madame Longevigne. Mais là, on vous parle de Perpignan. Vous voyez, c'est tellement difficile pour vous de parler de Perpignan. Non, mais la démocratie, elle commence là où on siège. Mais la démocratie, c'est respecter la Constitution et la loi. Et en l'occurrence, le 49.3, c'est cela. Donc, je réponds à la question posée par John. Précisément, mais ouvrir les portes et fenêtres, c'est mettre de la transparence. C'est savoir aussi mettre du contrôle citoyen. Et c'est se dire également, ouvrir les portes et fenêtres, que, par exemple, l'octroi des logements HLM se fera de manière paritaire dans une commission déterminée opposition-majorité. Jean-Marc Pujol, sur cette question, le sondage déjà, et puis ce contexte très particulier, on le rappelle, on va le rappeler, je pense, tout au long de ce débat. Le sondage, moi j'en tiens. Je ne suis pas un scientifique, mais pour le moment, il y a 3 sondages qui me mettent deuxième devant le Rassemblement national. Alors ça veut peut-être rien dire, mais on verra à la fin ce que décideront les Perpignanais. Et ça, c'est le plus important. Et donc à partir de là, moi, je suis ici pour convaincre les Perpignanais, uniquement pour continuer, pour faire un travail que l'on fait depuis plusieurs années et leur dire, écoutez, vous jugez, c'est la transparence, c'est la démocratie, et moi je me plierai à la démocratie. Après, je répondrai, parce que c'est assez amusant aujourd'hui de me voir critiqué par des gens qui m'ont soutenu pendant des années. Olivier Amiel, sur cette question de la gouvernance, de cette parole donnée un peu plus aux citoyens, ils la demandent? Bien entendu, je pense que l'époque a changé et que le temps des maires ou des élus un peu pharaons qui, une fois élus, font ce qu'ils veulent dans leur territoire est révolu et que maintenant il faut écouter bien entendu la parole des habitants au quotidien et construire avec eux le projet municipal et tout ce qui se fait pour une ville. Clotilde Ripouille, ou après on fera un tour de table sur cette question. On parle beaucoup de barrage républicain. Moi personnellement je suis républicaine mais je ne crois plus au barrage républicain et j'aimerais savoir, puisque Jean-Marc Pujol proclame en permanence qu'il sera deuxième, s'il n'est pas deuxième, est-ce que ce barrage républicain, il le fera au bénéfice de quelqu'un d'autre et il prendra ses responsabilités, se retirera, comme ma foi j'aurais trouvé normal qu'il le fasse puisqu'il n'a déjà pas gagné l'élection précédente? On va lui permettre de... D'autant plus facilement que vous avez été dans une liste socialo-communiste, vous vous trouvez aujourd'hui centriste et assez amusant. Moi, je suis au même endroit depuis toujours et je prendrai mes responsabilités là, comme Pujol, je les ai toujours vous prises. Ne répondez pas, comme je les ai toujours prendre prises. Vos responsabilités, ce n'est pas très je clair. prendrai mes responsabilités comme je les ai toujours prises devant les Perpignanais au soir du premier tour. Mais les Perpignanais aimeraient bien savoir exactement ce que vont faire les candidats au soir du premier tour et savoir s'ils pourront voter pour eux au deuxième tour ou pas. C'est une question importante. Moi, j'ai été très claire sur cette question. Si on vote pour moi au premier tour, on pourra voter pour moi au second. Caroline Forgue, sur cette question, mais moi j'aimerais vous entendre aussi sur cette question de gouvernance, parce que vous en avez parlé aussi spécifiquement. Alors effectivement, c'est le projet là aujourd'hui qu'on défend pour le premier tour et nous on l'a défendu et on l'a fait dans notre construction collective. La démocratie permanente, active dans la ville, ça n'est pas seulement rendre compte tous les ans, bien que ça soit très important de dire qu'est-ce qu'on a fait, comment ça avance, mais c'est surtout une démocratie à tous les étages. Et c'est d'abord dans les quartiers. Nous mettrons en place des assemblées de quartiers avec des budgets participatifs parce que les habitantes et les habitantes savent ce qu'il faut dans leur quartier. Des équipements sportifs de proximité, le réaménagement de l'entrée d'école, des jardins partagés. Donc là, c'est une vraie démocratie active. Et nous mettrons aussi en place le référendum d'initiative locale pour que les habitantes et les habitants puissent nous alerter sur des projets qui leur semblent importants. Alessandra Bollot, là-dessus, sur ce domaine-là, ce sujet-là, qu'est-ce que vous préconisez et concrètement ? Alors le référendum d'initiative citoyenne et d'initiative locale, évidemment oui, mais le référendum d'initiative politique aussi. C'est-à-dire que ce que je considère, c'est que quand on est maire et qu'on a un projet à porter pour sa ville, un projet qui va endetter les finances publiques sur parfois plusieurs décennies, il faut consulter la population via référendum, comme ça se fait tout simplement dans les vrais pays démocratiques comme en Suisse, et ça fonctionne. Donc je pense que l'échelon local, l'échelon municipal, il est tout à fait adapté pour ce genre de consultation. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mon programme pour mon projet de réalisation d'un vrai marché république. Ce projet sera soumis à concertation. Je proposerai 2 projets aux Perpignanais et ils auront le choix entre ces 2 projets, mais également sur la question du plan de circulation, qui est un sujet fondamental pour l'avenir de Perpignan. Aujourd'hui, Perpignan est totalement engorgé, le plan de circulation est inadapté parce qu'en réalité, il n'existe pas.
Et c'est un projet qu'il faudra faire en concertation avec les usagers de Perpignan. On n'a pas entendu Louis Alliot sur cette question. Oui, Louis Alliot, selon vous, il faut donner plus de pouvoir aux Perpignanais du coup? Ils ont déjà le pouvoir de choisir leur maire en toute liberté et en toute connaissance de cause. Donc c'est déjà la première des libertés, parce que la dernière fois, ils ont été volés en quelque sorte, puisque l'élection de M. Pujol n'est due qu'au retrait de la liste socialiste qui a bénéficié à sa candidature, parce que sinon je crains que nous soyons dans un résultat comme celui de Béziers. Ça, c'est le premier point. Ces fonds républicains sont de faux fronts républicains, mais ce sont de vrais fronts de coquins. C'est-à-dire des gens qui s'arrangent. Et moi, je m'interroge même sur le fait qu'ils s'arrangent même avant le premier tour, sur savoir ce qu'ils vont faire au second. On aura le temps d'en reparler, et j'espère que la transparence, là, pour le coup, elle sera effective bien avant le premier tour. La deuxième chose, c'est effectivement, il faut un référendum pour les grands projets qui engagent les finances de la ville sur le long terme. Et un autre sujet qui ne vient pas souvent, c'est la participation de l'opposition à un certain nombre de délégations de la mairie ou d'attributions. Je pense au logement. Moi, je trouve anormal que l'opposition ne siège pas dans les attributions de logement, et que l'ancien directeur de cabinet de M. Pujol, par exemple, aujourd'hui directeur de l'OPH agglomération, se permette de faire la tournée de toutes les cités pour voir ce qui se passe et être en campagne électorale permanente, ce que je dénonce aujourd'hui devant vous publiquement. Olivier Amiel, les comités de quartier existent dans les villes et dans la commune de Perpignan. On entend beaucoup, donner un peu plus de parole aux citoyens, des référendums, mais la structure existe tout de même. La structure existe, et il y a quelques limites à cette structure, c'est-à-dire que souvent quand même dans ces réunions de quartier, on revoit toujours les mêmes personnes revenir, ou les personnes qui représentent des intérêts personnels ou corporatifs, avec des associations toujours spécifiques. Donc il faut aussi voir avec les moyens techniques nouveaux, les applications, pour ouvrir à beaucoup plus de citoyens et pas toujours les mêmes. Agnès Langevini sur cette question. Nous souhaitons vraiment que les Perpignanaises et les Perpignanais, les associations, les acteurs économiques soient acteurs des politiques publiques, de leur élaboration et de leur évaluation aussi. Parce que pourquoi il faut redonner aussi de la dignité et un statut de citoyen. Les clientèles, le temps du clientélisme est vraiment révolu. On sent un désir de participation de tous les habitants, un désir vraiment d'être reconnu avec les compétences, l'expertise, les initiatives, les idées. Il y a beaucoup de choses qui fourmillent, et nous sommes là aussi pour accompagner vraiment cet espoir, cette énergie et ces solutions qui sont vraiment parfois très ingénieuses. Jean-Marc Pujol, cette question de la démocratie au sein de la commune et puis la participation des écoutez, citoyens. je suis un des rares candidats à avoir signé la charte anticorps. Monsieur Alliot ne l'a jamais signé. C'est vrai qu'il s'est présenté déjà à 13 élections, n'est-ce pas? Il est bien examen, il est bien examen. Alors, il sait faire uniquement ce que fait l'extrême droite, les attaques à nominem. Voilà, j'ai l'habitude, c'est pas un problème. Ce que je demande, c'est que les engagements soient les mêmes. J'ai signé une charte anticorps. Tous les éléments budgétaires sont communiqués immédiatement par Internet. Et ce qui gêne tout le monde aujourd'hui, et M. Alliot, c'est que nous avons été classés en matière de transparence financière parmi les 3 premières villes de France de plus de 100 000 habitants, avec 19,5. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Réponse courte de Louis Alliot, puis après on fera le tour. Il confond tout. Perpignan a été classé à 19,5 pour la présentation de ses comptes, pas pour la transparence, pour la présentation de ses comptes. Et une autre chose pour répondre à Mme Langevine qui marmonnait dans sa barbe, pour lui dire que la seule personne condamnée qui est représentée ici, c'est votre présidente de région qui a été condamnée pour discrimination à caractère politique par la Cour d'appel de Montpellier. Alors balayez devant votre porte et après peut-être respectez la même nature. Carole Delga n'est pas présente sur ce plateau. Elle est vice-présidente de la région. Vous êtes vraiment le parti des mises en examen, vous le savez, vous-même, vous êtes mis en examen. C'est incroyable ça. Mais vous êtes d'un culot absolument incroyable. Vous êtes mis en examen, vous confondez l'argent public et le vôtre. Condamné pour discrimination, Madame Langevine. Condamné pour discrimination. Votre présidente de région. Ce qui est faux, vous le savez. Voilà. Non, c'est pas faux, il suffit de consulter sur Google et on trouvera ça. On va avancer dans le débat. Parlons de Perpignan. Moi, vous me parlez de chartes à signer. C'est encore mieux de les respecter.
Vous savez, on parlait de l'office HLM. Moi, quand on parcourt les quartiers de notre ville, et pendant la campagne, tous les candidats qui sont autour de cette table le font. Mais on découvre des choses dans les quartiers qui sont un peu étonnantes, avec l'ancien directeur de cabinet de l'actuel maire qui parcourt les quartiers en faisant campagne, en battant campagne, tout en étant directeur de l'office HLM. Et tous nous le voyons. Et cet élément-là, c'est un élément important. Alors on peut signer une charte anticorps, mais vous savez, Montesquieu le disait avant nous, les meilleures lois, ce sont les bonnes mœurs. Donc un premier point, c'est de respecter ces éléments-là. Donc après, on peut parler de charte, on peut parler de tout cela. La transparence financière, les notes données par le ministère des Finances, ce sont des notes sur la rigueur comptable. Encore heureux, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ça n'est pas la transparence. Et la transparence, c'est aussi, et d'abord, faire rentrer l'opposition dans toutes les commissions où il faudra attribuer des logements HLM, des places en crèche, tous ces éléments-là qui sont fondamentaux à la vie des Perpignanais, à la justice dans Perpignan et dans les rues de Perpignan pour les Perpignanais. On avance dans le débat, on a un certain nombre de thématiques à passer en revue. On avance, on va commencer par notre première thématique. Les mobilités. Voilà, les mobilités au sens large, Thierry. Avec une mauvaise note pour les transports en commun perpignanais, 7% d'actifs dans la ville, 3% seulement dans l'agglo qui l'utilisent. Est-ce qu'on est d'abord Perpignan tombe de la voiture, ça continue, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Quelles sont les propositions qu'on peut avoir pour améliorer ceci, Jean-Marc Pujol? Alors, je rappelle que quand on regarde les transports en commun de la communauté urbaine, compétents de la communauté urbaine, 71% des transports sont utilisés par les Perpignanais. Et très peu, même quand on fait des parkings à l'extérieur, comme à Saint-Estève, utilisés par ceux qui sont à l'extérieur et qui y travaillent. Et donc, sur ce sujet, il faut continuer à développer le transport en commun. Il faut certainement y substituer, c'est ce que je propose, un tramway de manière à ce que ce transport en commun soit le plus rapide possible, le plus propre possible, mais aussi faire une place pour la voiture, parce que je considère qu'il faut faire une place pour la voiture, et je propose d'ailleurs plusieurs cas particuliers, et notamment aujourd'hui la création d'un parc de 1000 places gratuites à l'entrée de la ville. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de terminer la rocade nord-ouest et nous allons pouvoir évacuer du centre de la ville de Perpignan environ 12 000 voitures. Clotilde Ripoux, cette question de la mobilité puis des transports en commun. C'est extraordinaire d'entendre Jean-Marc Pujol, on a l'impression qu'il n'est pas le maire sortant. Mais bon, mis à part ça, effectivement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de place pour la voiture. C'est pour cette raison que nous proposons les transports en commun gratuits. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de passagers dans ces transports en commun, 9 millions, que dans les années 60, avant les années 70. C'est tout dire. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat aux Perpignanais, les inciter à prendre les transports en commun. Et effectivement, ces transports en commun, il faut qu'ils leur permettent de se rendre sur leur lieu de travail. Et aujourd'hui à Perpignan, les principaux lieux d'activité ne sont pas couverts de façon intéressante par les transports en commun, alors même que ce sont ces entreprises qui financent en grande partie les transports en commun. Donc je parle de Saint-Charles, je parle des cliniques, je parle du pôle hospitalier, je parle de l'université. Les ATSEM à la ville de Perpignan ne peuvent pas venir en transport en commun parce que ces bus arrivent trop tard. Donc il faut étendre et intensifier la fréquence avec des transports en commun gratuits et au bénéfice de tous. Jeanne Bourgeois. Oui, justement, vous êtes plusieurs à évoquer dans vos programmes cette gratuité des bus à Perpignan. Alors sur ce sujet, la question est-ce vraiment réaliste et comment on le finance? Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui paie derrière, Olivier Amiel? Bien entendu, mais quand on voit les villes qui ont fait ce choix-là, puisque nous aussi on défend la gratuité des transports publics, je prends la première ville qui a fait ça, qui a refait la gratuité des transports publics, c'est Châteauroux. Et Châteauroux, pourtant moi dans ma famille politique à droite, en tout cas localement, on criait dès qu'on parlait de la gratuité des transports publics. Mais c'est faisable et on peut le compenser sans que ce soit... en faisant en sorte que ce soit indolore aussi pour les entreprises. Quand le billet représente aussi peu dans le budget du fonctionnement des transports publics, donc beaucoup moins de 30%, on doit être à 15-16% à Perpignan, ça peut être facilement compensé. Et oui, c'est une mesure donc économique, sociale et environnementale qu'il faut mettre en avant. Après, sur les transports publics, je pense aussi, j'ai entendu la proposition de faire un tramway, je pense que c'était une bonne idée en 1990. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il y a des moyens innovants en termes de mobilité. Toutes les villes se mettent avec les véhicules autonomes et d'autres solutions. Je ne sais pas laquelle il faudra prendre, mais en tout cas, je sais que ça ne sera pas une solution aussi ringarde et coûteuse que le tramway et qu'il faut aller vers l'avenir et voir les solutions innovantes en matière de mobilité. Karine Forgue.
quelle opportunité, quelle option vous choisissez, et vous aussi, si c'est gratuit, qui paye? Alors d'abord, il faut une véritable offre de transport en commun et multiple. Il faut commencer par ça parce que même si les bus sont gratuits, quand on met 1 heure pour aller de Canet à centre-ville de Perpignan, on ne prend pas le bus. Donc d'abord revoir le réseau et ça veut dire faire de la place dans la voirie, dans la ville, remplacer des files de voitures par des files de bus en site propre, pour qu'ils soient réguliers, étendus et qu'ils rendent un véritable service, avec des parkings relais à l'entrée de ville pour que les visiteurs, les gens qui viennent travailler, une bonne desserte des zones d'emploi comme Saint-Charles, comme le Mas-Guérido, et que donc ça rende service. Et alors oui, la gratuité, c'est un objectif ensuite pour démultiplier cette utilisation. Mais il ne faut pas oublier les autres moyens de transport. Le train, on a la chance d'avoir une étoile ferroviaire sur la plaine du Roussillon. Utilisons-la. Le vélo, bien sûr, avec un système vélo, non seulement des aménagements sécurisés pour permettre aux gens qui ont aujourd'hui peur de prendre leur vélo de le faire, et bien sûr aussi reprendre la ville pour qu'elle soit agréable pour se balader à pied et pour se déplacer à pied, quels que soient ses efforts, ses handicaps notamment, et également pour les familles et les jeunes enfants. Reprenons l'espace public et revivons dans l'espace public. Alexandre Bollot, puis on a Agnès Langevin après. Oui, effectivement, la question de la mobilité à Perpignan, c'est un sujet fondamental. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de circulation à Perpignan, que ce soit en centre-ville ou que ce soit sur la partie périphérique. Par conséquent, il faut réaliser un véritable plan de circulation en concertation avec les habitants, en concertation avec les entreprises en fonction des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture. Mais après, je pense qu'il ne faut pas cliver, comme le font aujourd'hui certains candidats, les usagers du vélo, les usagers du bus et les usagers de la voiture. Perpignan, c'est une ville qui, somme toute, est assez grande et il y a de la place pour tous les usagers, quel que soit leur mode de transport. Par conséquent, moi, développer les couloirs de bus, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai envisagé dans mon programme, dans la mesure où on a vu les résultats que ça a donné sur le boulevard Clémenceau et sur l'avenue de la Gare, à savoir l'intégralité des stationnements latéraux ont été supprimés, ce qui a entraîné la fermeture d'un nombre de commerces considérable. Aujourd'hui, l'avenue de la Gare, sur la partie couloir de bus, est un véritable cimetière commercial et le boulevard Clémenceau commence 6 ans après à peine à se relever de la mise en place de ce couloir de bus. Par conséquent, je pense qu'il faut faire très attention à l'équilibre économique du centre de Perpignan et mesurer toutes les décisions liées au transport dans la ville et particulièrement au danger de l'intégralité de la piétonisation du centre-ville qui serait, je pense, totalement inadaptée au mode de vie des Perpignanais qui, quoi qu'on en dise, demeurent très attachés à leur véhicule. Agnès Langevin. Chaque jour, à Perpignan, c'est 100 000 voitures qui circulent, c'est 40 000 véhicules sur le pont Arago et c'est 16 000 poids lourds jour sur l'autoroute A9. Donc on mesure combien la ville est asphyxiée au sens propre comme au sens figuré. Donc les mobilités, c'est un enjeu fondamental pour limiter évidemment le coût environnemental, le coût sanitaire aussi avec une mauvaise qualité de l'air et le coût social parce que pouvoir aller se former, pouvoir aller travailler avec une gratuité que nous souhaitons mettre en place, c'est permettre à toutes et à tous d'accéder à un emploi, ce qui reste une priorité importante. Mais effectivement, pour que ce report modal, pour qu'on puisse laisser sa voiture chez soi, ça veut dire qu'on doit pouvoir arriver à l'heure, avoir une qualité de transport importante. Donc oui, il faudra investir dans des voies dédiées, des voies propres, mais quand on fait ces travaux d'investissement, ça veut dire qu'on sécurise donc à côté des voies cyclables sécurisées, qu'on rénove les trottoirs pour une meilleure accessibilité. Bref, on doit avoir une gestion intégrée. Il faut qu'on pense le parcours de l'habitant d'un point A à un point B et sur le plan tarifaire et sur le plan de la sécurisation. C'est la raison pour laquelle, dès le lendemain de notre élection, nous lancerons des assises de la mobilité pour vraiment aussi associer les entreprises qui ont aussi un rôle à jouer avec leur plan de déplacement, les usagers, tous les acteurs pour prioriser les investissements et le calendrier des opérations. John Bourgeois. Romain Gros, vous parlez de la gratuité sans hausse de fiscalité, mais comment vous trouvez le financement du coup? Alors, premier point, pour répondre à votre question de manière la plus exhaustive possible, le constat, on l'a fait.
un constat subjectif que l'on partage tous. On voit des bus passer devant nous, à 3/4 vides, devant nous, des immenses bus. Donc avant de créer un tramway à plusieurs centaines de millions d'euros et de bloquer le centre-ville pendant 10 ans, on va d'abord remplir les bus. Premier point. Pour remplir les bus, quelles sont les modalités? On vient d'en parler. Parce qu'on n'invente rien, on voit ce qui s'est fait dans d'autres villes et qui fonctionne dans d'autres villes. Le bus en site propre ou en site réservé, on le voit, Pau vient de le mettre en place et de l'inaugurer, c'était 20 millions d'euros, bien loin des 180 millions d'euros annoncés par le maire sortant pour le tramway et qui en réalité s'élèvera plutôt vers 500 millions d'euros. Mais on va reparler du bus. Premier point, le bus en site propre, pour traverser la ville le plus rapidement possible. Le deuxième point, revoir le réseau une bonne fois pour toutes et le stabiliser. Le réseau a changé 2 fois en 6 ans. Tout le monde s'y perd, y compris les chauffeurs. Aujourd'hui, il faut revoir le réseau avec une logique bien nette. La proximité des arrêts de bus à côté de chacun de nos domiciles. Troisième et dernier point, la fréquentation a augmenté. Et la gratuité, elle est la clé. Elle a été conduite dans d'autres villes, Niort, Dunkerque. Et ces villes-là ne reviendront pas en arrière. Elles avaient une proportion de la billetterie largement supérieure à celle de Perpignan. Je vous rappelle les chiffres. 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires de Sankeo. 5 millions d'euros, la billetterie. Et sur 5 millions d'euros, il faut que nous financions ces 5 millions d'euros, sachant que le délégataire est prêt à financer lui aussi une partie, comme cela a été fait à Niort, comme cela a été fait à Dunkerque. Donc le financement, il est tout à fait à portée de main. Et en tous les cas, je vous rappelle que même si on imaginait que le délégataire ne participe pas, 5 x 6 sur un mandat, ça fait 30 millions. On est toujours très très loin des 180 millions d'euros envisagés, évalués à Vistalenas pour le tramway. Louis Alliot, cette question importante des mobilités pour les Perpignanais. Moi je pense qu'il faut revoir le réseau simplement de bus, parce qu'il y a des lignes fréquentées où il n'y a pas assez de bus, des lignes qui ne le sont pas où il y en a trop, et beaucoup de questions que se posent notamment les chauffeurs. Le nouveau réseau a été fait sans prendre par exemple en considération l'avis des chauffeurs, ce que je trouve extravagant, c'est pourtant ce qui a été fait. Donc il faut effectivement remettre tout le monde autour de la table et repenser ce réseau en fonction des besoins réels. La deuxième solution, elle a été énoncée par d'autres candidats, mais ça me paraît évident, c'est les parcs relais à la périphérie de la ville, gratuit et sécurisé. C'est pas le tout de donner la gratuité, encore faut-il surveiller les voitures pour qu'il n'y ait pas d'incivilité. Pareil sur les vélos, pour les pistes cyclables et les parcs à vélo, beaucoup se plaignent des incivilités qui peuvent y avoir ou des vols de vélos. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudra mettre en œuvre. Et puis, la mobilité, c'est aussi le coût de la gratuité. Une gratuité de bus, ça coûte cher. Est-ce qu'on a les moyens? Moi, je ne le pense pas dans la situation financière de l'agglomération. Mais on peut faire des expérimentations de la gratuité sur certaines plages horaires, par exemple les samedis, pour que les commerces puissent vivre. L'après-midi, c'est déjà gratuit, le samedi. Oui, non, mais... Ou les semaines commerciales. Je pense au stationnement, pardon. Ah bon, vous nous faites... Ou les semaines commerciales. Et faire aussi la jonction entre le réseau des bus et, j'allais dire, le parking dont il faudra renégocier le contrat de délégation, parce qu'aujourd'hui, les Perpignanais n'en sont pas contents, tout simplement. J'étais déjà dans la suite du stationnement, en parlant de gratuité de samedi après-midi. Les Dripouilles, sur cette question des transports communs, publics, vous aussi, vous proposez gratuité, et quelles solutions vous proposez, en fait, pour les financer? Parce que la question, pour l'instant, c'est qui est-ce qui paye? J'ai bien entendu que tout le monde voulait faire du gratuit ou quasiment, mais on pas entend vraiment tous ceux qui ne l'ont pas fait pendant des années, qui ont augmenté les impôts des entreprises pendant des années, qui ont contribué à cette situation, aujourd'hui nous promettre tout. On a du reste eu le téléphérique, maintenant on a le tramway. Bon. Cette gratuité, c'est un investissement pour la ville, c'est pas une dépense. Donc c'est les impôts qui payent? C'est un investissement. Non, c'est une réaffectation de dépenses. Aujourd'hui, déjà, la ville capte une taxe très douloureuse pour les Perpignanais, c'est les amendes sur le stationnement. Voilà. Eh bien, moi, je propose que l'intégralité de ce qui est perçu en amende sur le stationnement soit reversée en transport en commun sans charge. Ça, au moins, aura l'avantage de permettre aux commerçants d'en tirer un profit. Parce que des transports en commun gratuits, c'est une ville qui vit plus. C'est une ville qui est plus attractive, c'est une ville qui attire. Et aujourd'hui, on a tout fait à Perpignan pour repousser que ce soit la population, c'est-à-dire les habitants,
comme ceux qui viennent s'y promener et y acheter à l'extérieur de la ville. Voilà, donc il faut absolument inverser la tendance. Et ça, c'est très important pour notre ville, la rendre à nouveau attractive, lui redonner du pouvoir d'achat, mais aussi un intérêt pour les habitants de venir y habiter. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait fuir une partie de la population à l'extérieur de la ville, et ça, c'est plus entendable aujourd'hui. John Bourgeois, j'aimerais qu'on ajoute à ces mobilités le stationnement, hein, dont j'ai un tout petit peu parlé, qui est... Mais bien sûr, vous pouvez en parler, mais on ajoute aussi, vous pouvez enchaîner directement avec la question du stationnement qui est liée. On parlait de la place de la voiture aussi, hein, dans le centre-ville notamment. Juste un questionnement sur le stationnement, mais pour revenir sur la gratuité, évidemment. Oui, sur le stationnement, alors le vrai problème qui se pose, il y a ce contrat entre la ville et une société privée pour la gestion de ce stationnement. Louis Alliot, vous en avez parlé, contrat qui rapporte plus de 3 millions d'euros à Perpignan. Alors la question, c'est faut-il le renégocier ou alors continuer comme cela? On va donner la parole à Jean-Marc Pujol, il peut répondre là-dessus, et puis sur la gratuité. Bon, je suis très détendu, mais c'est assez amusant de voir Madame Ripouille, qui était contre la construction du 4e pont, parler de mobilité, n'est-ce pas? Vous imaginez si on n'avait pas construit le 4e pont. Avec les transports en et commun, sur la gratuité, c'est un mensonge, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on va chercher dans la poche des entreprises avec le versement de transport 28 millions d'euros pour faire circuler les bus. Je ne vous ai pas dit qu'on renonçait au versement de transport, Monsieur Pujol. Et c'est dans la poche des entreprises. Aujourd'hui, si on fait la gratuité, les recettes, c'est 6 millions d'euros. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans la poche des contribuables perpignanais 6 millions. Mais ce n'est pas vrai, c'est de la réaffectation. Non, mais attendez, sur la réaffectation. Mais je vais prendre un document, excusez-moi, publié par la CGT et les amis de Madame Ford. Ça, c'est la nouvelle source de Monsieur Pujol, la CGT. On va laisser Jean-Marc Pujol aller au bout. Qui dit d'une manière très simple, qui dit l'effort de financement pour le budget de fonctionnement serait de 15 millions d'euros supplémentaires. Et ni M. Gros, qui était adjoint aux finances, ni aucun des candidats qui est là, n'a aucun moment proposé la gratuité. C'est drôle, ça arrive au moment des élections municipales. Ça m'amuse beaucoup. Un mot très rapide. Parce qu'on s'amuse, et donc après, on va continuer à s'amuser. qui est en retard. Moi, je suis assez abasourdi de voir que 5 millions par an, ça pose problème au maire sortant, alors que 180 millions d'euros évalués par lui pour un tramway, sachant que dans toutes les villes de France, le tramway, c'est un demi-milliard d'euros. C'est de l'investissement. C'est ce que vous voulez. Monsieur, c'est de la dépense. C'est de la dépense et ce sont des impôts que vous allez prendre aussi dans les poches des contribuables. Olivier Amiel, sur ces questions de stationnement aussi, hein, j'aimerais qu'on en vienne aussi au stationnement. Sur le stationnement, Jean Bourgeois l'a rappelé, ça rapporte 3 millions d'euros avec cette société privée. Moi, j'aime bien quand on gagne sur les deux tableaux. J'aime bien quand il y a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, bien entendu, je ne suis pas de ces nombreux candidats, des autres candidats, qui veulent renégocier ce contrat. Parce que ce contrat, il nous lie encore sur 7 ans. Et donc, il faudra trouver les 21 millions d'euros. Mais par contre, je ne suis pas non plus de ceux, monsieur le maire le sait, on était avec d'autres élus dans la majorité opposés à ça, qui ne veulent pas voir qu'il y a une difficulté pour les gens qui vivent dans le centre-ville, pour les gens qui viennent dans les commerces et surtout pour les gens qui viennent travailler en centre-ville. Et qu'il faut qu'il y ait une solution alternative. Gagner sur les deux tableaux, c'est de continuer ce contrat-là qui rapporte les 3 millions d'euros, alors que bon an, mal an, on arrivait simplement à récupérer 600 000, 800 000 euros quand on le faisait nous-mêmes. Et de le même côté, avoir des solutions alternatives. Donc dès le lendemain de notre élection, en plus de 200 places de stationnement en tarif réduit ou en tarif gratuit dans la ville de Perpignan, les arrêts minutes qui doivent passer de 20 minutes à 1 heure, et à moyen long terme, la construction d'un parking municipal de 500 places avec 2 heures gratuites. C'est ça, il faut qu'on puisse continuer ce contrat-là qui rapporte de l'argent public à la ville, plus pour proposer des solutions alternatives pour les habitants. Thierry Bouldoir. Karine Forgue, le stationnement, c'est vital, notamment pour le commerce également. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, sur ce thème-là? On parlait de mobilité, on parlait justement là d'urbanisme, c'est-à-dire est-ce qu'on imagine un parking de la taille de celui d'Auchan en plein centre-ville? On veut, je dirais, détruire des bâtiments pour faire des parkings, faire 1000 places à l'entrée même de la ville, alors qu'on a une autoroute qui traverse la ville avec 40 000 véhicules jour. Donc non, il y a deux sections dans un budget d'une collectivité. L'investissement, n'ayons pas peur d'investir pour l'avenir
de requalifier les boulevards, de requalifier la place Catalogne qui aujourd'hui est un carrefour routier. Refaisons ville. Il y a le budget de fonctionnement. La gratuité, c'est 5 millions d'euros. Mais ceci étant, les 28 millions d'euros que les entreprises payent aujourd'hui, c'est pour 0 service. Donc déjà, avec le budget tel qu'il est, réorientons sur les priorités et rendons des services. Et rendre des services, ça peut coûter de l'argent, mais c'est des choix prioritaires. Par rapport, vous le compariez avec Nîmes, 10 millions d'euros de fonctionnement en moins, mais à Nîmes, il y a des véritables bus au niveau de service. À Perpignan, nous ne les avons pas, donc faisons-le. Et c'est des choix politiques que nous assumerons. Alexandre Bollot, sur cette question, il nous reste 1 minute sur cette thématique à peu près. Sur la question de la gratuité des bus, déjà, vous savez que je suis farouchement opposé. Je me suis exprimé dans votre quotidien L'Indépendant à ce sujet. Moi, ce que je propose, c'est de faire découvrir gratuitement 1 semaine par an aux habitants de l'agglomération leur réseau de bus parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, parce qu'effectivement, quand on se pointe à un arrêt de bus, eh bien, si on n'a pas 20 minutes à attendre, c'est qu'on a beaucoup de chance. Parallèlement à ça, il faut évidemment revoir les cadencements et la durée des transports, particulièrement, notamment vers des villes comme Cannes-Roussillon, qui sont des villes touristiques. Ensuite, sur le stationnement, moi, ce que je propose, c'est évidemment à moyen terme le retour en gestion publique, mais c'est surtout la première heure de stationnement gratuit sur le parking de surface, chose qui avait été proposée par le délégataire de service public Indigo et qui a été refusée par le maire. C'est une mesure qui coûterait 300 000 euros par an, c'est-à-dire 10% du rendement annuel du prix du stationnement, des redevances liées au stationnement versées à la commune, et qui serait intégralement compensée par la mise en place d'une taxe environnementale sur l'imperméabilisation des sols, qui nuisent considérablement à l'écoulement des eaux et aux nappes phréatiques, et qui permettrait de compenser intégralement cette perte liée aux recettes du stationnement. Cette taxe environnementale, quitte à mordre un petit peu sur mon temps, je tiens à m'en expliquer, elle serait payée intégralement par les représentants des grandes surfaces qui, pour la plupart, sont des entreprises qui font d'énormes revenus, qui sont des entreprises cotées en bourse, et elles représenteraient une goutte d'eau dans la mer, j'ai envie de dire, et les Perpignanais ne seraient absolument pas impactés. Allez, on poursuit notre débat par une nouvelle thématique. Alors on va évoquer le commerce avec le centre-ville évidemment, mais l'équilibre fragile entre le commerce du centre-ville et puis la périphérie. On parlera aussi, tant qu'à être dans le centre-ville, de réhabilitation urbaine. Et c'est un tout, ce questionnement sur le dynamisme commercial. On va commencer à centre-ville par le commerce de cœur de ville. On le sait, il y a des zones qui sont en grande difficulté dans ce cœur de ville-là commercial. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Comment on peut enfin bousculer la donne? Déjà, en autorisant plus d'un seul mètre carré en zone commerciale. Je pense que on le sait, ce que nous payons aujourd'hui, c'est ces expansions, ces multiplications de mégazones commerciales en périphérie de Perpignan. Toutes les études prospectives le montrent. Nous aurons d'ici 10 ans à requalifier ce qui sera devenu des friches industrielles. Donc revitaliser, se réapproprier le cœur de ville, relocaliser aussi un type d'activité commerciale autour de l'alimentation, de l'artisanat, avoir un Made in Perpignan, je pourrais le dire aussi en catalan. Nous, notre idée, c'est par exemple de faire de la rue des Augustins une rue marché où nos producteurs locaux, nos artisans, nos commerces pourront venir proposer leurs services, leur production aux Perpignanaises et aux Perpignanais. À cela, pour rendre la ville vraiment agréable, attractive, il y aura un plan de piétonisation, d'embellissement, notamment avec la végétalisation, avec de la plantation d'arbres, parce que ça aussi, c'est à la fois utile pour le climat, mais c'est aussi utile pour les Perpignanais qui auront à s'ombrager et une ville mieux climatisée, ça c'est important. Donc nous avons tous les outils des financements avec le programme Cœur de Ville, des outils pour offrir un accompagnement aux futurs propriétaires avec des baux précaires où on les accompagne le temps de développer l'activité. Bref, tous les outils réglementaires existent. Il suffit juste de volonté, de se mettre au travail, de concerter et d'embarquer tout le monde dans cette feuille de route qui est primordiale pour Perpignan. Jeanne Bourgeois pour 100% Radio. Oui, du coup, Louis Alliot, on dit que le centre-ville se meurt, qu'il se vide. Quelle solution ? Écoutez, c'est un peu aussi la conséquence de ce que nous avons évoqué avant. La circulation, le parking, les grandes surfaces.
et de la fiscalité, mais qui n'est pas due qu'à la fiscalité municipale, qui est due à la fiscalité nationale et aux mesures qui ont été prises depuis déjà longtemps par tous les gouvernements. Donc si on veut redonner vie au centre-ville, eh bien il faut résoudre le problème du parking, résoudre le problème de la circulation, mettre fin aux grandes surfaces, ça a été dit, et puis faire de certains quartiers des quartiers à thème. Le quartier des produits locaux est un quartier demandé depuis déjà longtemps, un quartier des arts, un quartier du terroir, avec des productions locales qui viennent faire vitrine en quelque sorte au centre-ville de Perpignan pour pouvoir écouler leur production en priorité, et une animation de la ville qui n'est pas faite. Mais c'est aussi un problème de stratégie générale. Beaucoup disent « Ah ben de toute façon maintenant c'est Internet, les gens commandent sur Internet, il n'y aura plus de boutiques, il n'y aura que des commerces de bouche ». Vous appréciez notre campagne de communication, j'achète dans ma zone et en face à face alors. Le problème, Madame Langevin, c'est que pendant 6 ans, vous n'étiez pas au conseil municipal, c'est des débats que nous avons eus avec M. Pujol, et vous n'êtes jamais venu voir ce qui s'y passait. Et votre incapacité de bien travailler les dossiers aussi. Va conclure le sur problème des verts, c'est qu'ils sont verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Et que cette espèce de totalitarisme permanent et cette police de la pensée agace beaucoup les Perpignanais. Donc si je peux m'exprimer, je le fais. Sinon, je laisse à Madame Langevin le soin de le faire. Bon. Elle gère la région, puisqu'elle enchaîne, je vais enchaîner sur elle. Elle est vice-présidente de la région, avec les résultats que l'on connaît. 1 milliard de dépenses supplémentaires et une région presque la plus endettée de France. Alors on était sur le commerce et le centre-ville de Perpignan. Je réponds à la mauvaise foi d'une candidate qui n'a à m'opposer que le sectarisme. Vous de sa pensée. votez contre toutes les délibérations de la région, y compris la baisse des indemnités et tout ce qui concourt au pouvoir d'achat des habitants de Perpignan. Vous votez contre. Je vous rappelle, on va revenir à Perpignan, ce n'est pas un débat régional. Mais ça illustre sa pratique et sa façon de débattre. L'idée, c'est de ne pas y rester trop longtemps. Voilà. Et peu de connaissances et de travail autour des dossiers. Les anathèmes, c'est vous qui les lancez. Je ne fais que vous répondre. Non, mais vous êtes toujours là dans votre... façon de dire, de votre façon de lancer. Il y a des moyens, il faut refaire venir aussi des enseignes, c'est possible L2-1, et puis surtout, pour redonner de la tranquillité publique, faire revenir la sécurité dans nos rues, qui est le préalable au développement du centre-ville. Olivier Amiel, sur cette question, et sur aussi la réhabilitation urbaine, dont vous étiez en charge aussi sous le précédent mandat, une partie du mandat. C'est deux questions différentes, mais déjà sur les locaux commerciaux et l'animation commerciale du centre-ville, il faut des mesures de politique générale. Le stationnement, on en a déjà parlé. Il y a la question évidemment aussi de la sécurité. Il faut qu'il y ait plus de tranquillité publique dans les rues de Perpignan pour qu'on puisse y revenir. Et puis après, c'est ce qu'on défend avec notre liste, c'est ce qu'on appelle l'économie de la convivialité. Ce sont les cafés, les bars, les restaurants. C'est une économie qu'on ne peut pas délocaliser, qu'on ne peut pas acheter sur Internet et qui anime la ville. Eh bien, si vous refaites une ville où on peut stationner facilement, une ville sûre et une ville conviviale, le centre-ville revit de lui-même. Tout le monde pourra parler. Caroline Forgue est un petit peu en retard. Caroline Forgue, par rapport à ça, surtout, il y a un gros souci à Perpignan, c'est le prix très élevé des loyers commerciaux, des baux commerciaux. Est-ce que là, une municipalité a une vraie marge de manœuvre, un vrai levier pour tenter justement de retrouver du commerce en ville? Alors, déjà, elle peut activer une surtaxation, je dirais, des locaux vacants comme des logements vacants. Donc, mais fiscalement, c'est aussi, elle a assez peu de leviers. Donc, il faut un projet d'ensemble pour la ville. Je m'inscris en faux sur uniquement une vitrine. C'est d'abord refaire vivre des gens à l'intérieur de la ville. Donc la problématique de la réhabilitation avec les quartiers où il y a 40% de logements vacants. Parce que si on a choisi de vivre en centre-ville, c'est justement parce qu'on peut faire ces courses, on va faire ces courses en proximité sans prendre la voiture. Donc c'est bien la transition qu'on fait de les villes moyennes et les villes plus importantes que de centres-villes piétonniers où effectivement après on a des services de mobilité, des bus qui nous amènent de façon efficace dans ce centre-ville pour pouvoir flâner, avoir aussi une valorisation du patrimoine. Il faut continuer la rénovation, il faut respecter cette trame médiévale de notre centre historique et pas seulement faire une économie de la convivialité, mais une économie de qualité, des circuits courts et aussi remettre de la vie en centre-ville parce que c'est ça qui attirera et les habitants et les passants. Et je terminerai en disant que c'est la même chose dans les quartiers. Les commerces aussi
disparaissent dans les quartiers. Il faut faire vie dans les quartiers pour aussi avoir une activité commerciale. Jean-Marc Pujol, cette question de redynamiser ce centre-ville de Perpignan. D'abord, c'est très très bien parti. Si je prends quelques chiffres que je soumets à votre attention, par exemple, l'Office du tourisme a vu ses visites augmenter de 28%. L'ouverture des bâtiments patrimoniaux, l'an dernier, 453 000 personnes qui sont venues visiter. Et enfin, le musée Hyacinthe Rigaud, plus de 200 000 personnes qui sont venues, sans compter toutes les ouvertures de commerce que vous connaissez aux Halles, entre autres. Et la seule difficulté que je pointe aujourd'hui, c'est celle de la rue des Augustins. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision, contre beaucoup de monde, de faire une déclaration d'utilité publique, de manière à récupérer les logements qu'on ne voulait pas nous vendre et les devants de porte, et de manière à les mettre à disposition avec des loyers modérés. C'est comme ça qu'on gère une ville. C'est pas avec des incantations. Ce sont des choses simples. Mais ces choses simples, elles demandent du temps. On a essayé sur la rue des Augustins de traiter à l'amiable. On a réussi quand même à acheter 4 commerces qu'on a restructurés et dont on a permis l'ouverture. C'est ça la gestion d'une ville. Et aujourd'hui, la ville se développe. Je vous invite à aller sur l'avenue Torcatis, des commerces s'ouvrent. Je vous invite à aller sur l'avenue Maréchal Joffre. Aujourd'hui, des commerces s'ouvrent. Donc aujourd'hui, c'est excusez-moi, petit à petit qu'on reconstruit. Parce que la réalité, c'est qu'il faut des commerçants. Parce que faire des théories avec des fonctionnaires, ça, tout le monde sait en faire. Ceux qui n'ont jamais créé un emploi de leur vie, ça, ils savent faire des théories. Mais moi, je vais chercher... vont être ravis de vous entendre. Non, mais je parle de ceux qui sont autour de la table. Excusez-moi. Cosy Repouille, sur cette question du centre-ville et de dynamisme aussi commercial, Jean-Marc Pujol évoquait la rue des Augustins. En politique, c'est comme dans beaucoup de domaines, il y a les belles promesses au moment des campagnes et puis après il y a les actes. Moi je me suis illustrée parce que pendant 6 ans, j'ai combattu toutes les ouvertures supplémentaires de grandes surfaces en périphérie de Perpignan. Et on a réalisé cet exploit, 25 000 mètres carrés en mois. En périphérie, à Cléra, vous avez jamais interdit l'installation, n'est-ce pas, de Cultura. Vous l'avez interdit à Perpignan, ils se sont installés à Cléra. Clotilde Repouille. Alors, Jean-Marc Pujol, je me suis retrouvée du reste face à vous dans ces problématiques où vous défendiez des intérêts privés et particuliers et personnels, alors que moi je défendais l'intérêt des commerçants perpignanais. Et malheureusement, l'action... c'est pas un commerçant perpignanais, c'est étonnant. Vous n'allez pas sur la place Gambetta voir ce qui s'y passe? Jean-Marc Pujol. Mais écoutez, excusez-moi, la réalité c'est que vous avez tout fait pour ne pas permettre la restructuration de Canteroux qui se trouve en ville, je le regrette, et ça a permis l'installation à Cléra d'une enseigne, et vous n'avez pas attaqué les permis à Cléra ou à Cabestany. On va laisser Clotilde Repouille avancer dans le cas de Canteroux, avec des commerçants courageux, nous avons empêché 13 000 mètres carrés de surface commerciale supplémentaire. Nous avons dû nous y prendre à 2 fois pour empêcher ce projet. Ça a été chaque fois arrêté par une commission nationale indépendante. Ça a empêché que la porte d'Espagne soit complètement embolisée par des problèmes de circulation. Je rappelle qu'il y a un passage à niveau dangereux et les commerçants globalement s'en sont félicités. Voilà. Donc il faut arrêter ces grandes surfaces, et si Jean-Marc Pujol avait eu, lui, la volonté de le faire, il aurait pu le faire, parce que Cléra, c'est sur l'agglomération, c'est pas sur l'agglomération, mais ça dépend de la CDAC, et quand CDAC, la ville de Perpignan a voix prédominante dans tous les dossiers qui ont été votés. C'est faux, c'est totalement faux. Bien sûr, en dehors de la communauté urbaine, c'est le cas de Cléra. La ville de Perpignan n'a pas la majorité à la CDAC. Une fois de plus, c'est faux. La ville de Perpignan a une voix, l'agglomération a une voix, l'atelier d'urbanisme a une voix. Tous ces dossiers sont passés grâce aux voix de Jean-Marc Pujol, de l'agglomération, de la ville et de ses soutiens. Je terminerai quand même. C'est que face à ça, il y a une autre politique qui est possible. Nous, on propose déjà un office du commerce qui permette d'avoir un guichet unique pour les commerçants.
Quand j'étais en conseil municipal, Jean-Marc Pujol a fait voter un droit de préemption urbain sur les locaux commerciaux vides. C'est une politique à mettre en place qui est positive et qui permet de nouvelles implantations. C'est très important pour notre ville. Diane Bourgeois pour 100%. Oui, alors justement, on parlait des zones commerciales périphériques. Alors, est-ce que finalement la solution pour revitaliser le centre-ville, Romain Gros, c'est pas de mettre un frein à ces extensions? Oui, 1000 fois oui. Vous savez, j'entendais gérer une ville, c'est ci, c'est là. Gérer une ville, c'est d'abord être lucide. On parle de la rue des Augustins, mais on pourrait parler de beaucoup de rues de Perpignan où on voit beaucoup de vacances commerciales. Et puis on peut regarder les chiffres. Le taux de vacances commerciales à Perpignan est un des plus importants de France. Donc on ne peut pas se contenter d'un satisfait. Je ne dis pas que ce qui a été fait était mal fait. Je dis simplement que ça ne correspond pas visiblement à l'objectif. Madame Ripouille, laissez-moi terminer et ensuite vous aurez la parole. Savoir quelles ont été vos positions. Merci Madame Ripouille. Je réponds à la question de Monsieur Bourgeois. Premier point, cet élément-là, le constat. Face à ce constat, que faire? Premier point, un moratoire précis sur les grandes surfaces dans les 6 années qui viennent. Les grandes surfaces, elles ont été autorisées souvent sur de bons motifs il y a quelques années. On voit bien que le résultat est mauvais. Alors, c'est simplement se dire, maintenant, on serre la vis. Premier point. Deuxième point, c'est se dire, il y a un problème de demande. Un problème de demande, c'est alimenter le cœur de ville en flux. Ça veut dire qu'il faut le résoudre par le stationnement, par le transport, par tous ces éléments-là, mais aussi par de la sécurité, de la propreté en cœur de ville. Troisième point, les locaux commerciaux vacants. Il y a une taxe sur les locaux commerciaux vacants. Il y a une possibilité de préemption si on passe des DUP. C'est bien de la passer sur la rue des Augustins. C'est encore mieux de le prendre plus largement. De prendre plus largement ce type de décision et d'être capable d'avoir un vrai plan ambitieux pour le cœur de ville. Dernier point. Moi, je pense que faire le commerce à la place des commerçants, ça n'a jamais donné une bonne chose quand on est dans une mairie. Les commerçants, il faut leur donner les bases pour pouvoir se développer, pour pouvoir prospérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut leur laisser faire, pas forcément des quartiers à thème, c'est pas le choix de la mairie de savoir si là on fait un quartier des arts, un quartier de la bouche, un quartier de ci, une rue de là. C'est les commerçants qui vont le décider eux-mêmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut des animations qui attirent en cœur de ville. Aujourd'hui, on voit bien qu'il nous manque une halle en plein cœur de notre ville, à la place de la République. Alors pas quelque chose de grandiose, pas quelque chose de trop coûteux, mais quelque chose qui nous permette d'attirer en cœur de ville. Alexandre Bourlou, une halle en cœur de ville, place Rep, c'est votre aussi proposition. Mais est-ce que ça suffit? Il y a déjà une halle qui s'est créée à Perpignan il y a à peine 2 ans. Est-ce qu'on n'est pas encore en retard d'une guerre et qu'on va encore cumuler les mêmes obligations et les mêmes outils surtout? Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de relier le centre-ville. On a un centre-ville riche et un centre-ville pauvre. Ça passe par la reconquête de Saint-Jacques et la reconquête de Saint-Mathieu. Ça passe par l'implantation d'étudiants après l'implantation des universités. Pour cela, c'est simple. Il faut que ça passe par la préemption. La préemption des logements insalubres tenus par les marchands de sommeil. C'est un marché énorme à Perpignan qui pullule. Mais parallèlement à ça, il y a des mesures d'urgence toutes simples à mettre en place pour que les gens aient envie de revenir en ville, pour que Perpignan redevienne la vitrine du département et que toutes nos richesses économiques soient représentées au sein de ce centre-ville qui est le centre-ville du pays catalan en quelque sorte. Donc moi ce que je propose, c'est très simple. Dans un premier temps, la généralisation du forfait 2 € midi et soir dans l'ensemble des parkings souterrains publics, mais également en négociation avec ceux qui sont tenus par des délégataires de services publics, à savoir Q-Park et Indigo. Il faut savoir que la mairie est propriétaire de nombre d'entre eux, propriétaires des murs. Donc on a une capacité d'action, on a la possibilité d'agiter des leviers pour faire gagner du pouvoir d'achat aux Perpignanais à ce niveau-là. La première heure gratuite en surface, j'en parlais tout à l'heure, mais également la souplesse sur les limitations de temps au parc-mètre. Il me semble qu'un délai de tolérance de 10 minutes pour tout dépassement du ticket de parc-mètre me paraîtrait tout à fait normal dans une ville où parfois, quand on va faire une course, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Ensuite, sur le commerce plus particulièrement, en tant que commerçant, j'ai fait un sondage auprès de mes collègues, et nous, ce qu'on demande, c'est très simple, c'est la création d'une zone franche, une zone défiscalisée en centre-ville, pour que des jeunes comme moi puissent venir s'installer, monter leur commerce sans se faire assommer dès la première année, parce que commencer dans une activité indépendante, c'est pas évident. Merci. Ensuite, prospecter activement pour attirer de nouvelles enseignes en centre-ville, préempter les locaux vacants évidemment, mais également, si je peux en terminer, quitte à rogner un petit peu sur mon temps de parole sur d'autres thèmes, la possibilité évidemment de changer la destination de certains locaux commerciaux vacants sur les artères mortes, et que ce sera très difficile à revitaliser. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que des artères qui sont en train de dépérir, des artères qui étaient hier centrales et qui sont aujourd'hui en train de dépérir, ne soient pas destinées au même avenir que celui de la rue des Augustins et de la Fusterie. Olivier Amiel qui est très en retard en temps de parole. Je le fais exprès, je gère.
Non, sur cette question-là, et puis par extension, j'ai déjà répondu sur la question. Mais je vous avais posé 2 questions aussi par rapport à la réhabilitation urbaine que vous connaissez. Est-ce que on continue? Est-ce que qui a été aussi source de polémique pendant cette campagne et depuis 1 an et demi? Que fait-on pour continuer à réhabiliter? Est-ce qu'il faut continuer à réhabiliter notamment certains quartiers du centre-ville et au-delà? Bien entendu qu'il faut continuer. Dans ces quartiers, et notamment dans le centre historique de Perpignan, Saint-Jacques, La Réal, Saint-Mathieu, il y a une urgence urbaine, ça menace de s'effondrer, et il y a une urgence humaine. On est dans un quartier les plus pauvres de France, avec des difficultés sociales hors normes. Donc bien entendu qu'il faut continuer. Il faut continuer, et on l'a bien fait. Quand j'avais cette délégation, on a récupéré quand même 200 millions d'euros d'investissement public pour 3 quartiers de Perpignan, donc le centre historique, Diaz, autour de Diaz, la diagonale du Vernet au nord et Champ de Mars au sud. Mais il faut qu'on nous laisse le faire. Parce que quand on nous bloque les chantiers, quand un député de la nation incite au trouble à l'ordre public, enregistrement diffusé par vos confrères à l'appui, où il explique qu'il faut leur faire peur, qu'il faut leur faire la pression, qu'il faut bloquer le chantier, et qu'aujourd'hui, 2 ans après, on n'a pas les logements pour cette même population qui vit dans ce quartier, bien entendu que ça c'est criminel. Donc il faut être ferme, et là aussi, si j'avais eu totalement la liberté avec l'équipe dont j'étais issu, j'aurais été sur la fermeté et je n'aurais pas cédé face à la pression de quelques-uns, des voyous, des marchands de sommeil, des trafiquants de drogue et des gens qui ont toujours peur de leur ombre et qui ne veulent pas parfois qu'on rétablisse l'ordre républicain dans ces quartiers. Un mot très rapide de réponse de Romain Gros. Je partage avec M. Amiel la profession d'avocat, mais visiblement pas la même vision du droit. Criminel, pour moi, c'est pas forcément ça. On laisse mourir des gens. Quand on prend le risque, personne ne laisse mourir des gens. Si, il y a des effondrements, il y a eu des morts. On me demandait, je Romain Gros, brièvement à vos anathèmes qui ne correspondent à rien de réalité. Pourquoi vous avez failli à Saint-Jacques? Pourquoi vous avez failli à Saint-Jacques? Vous n'avez pas incité à la manifestation. Vous avez incité au trouble à l'ordre public. Un enregistrement, il faut leur faire peur, il faut leur mettre la pression. Le préfet n'aura pas le choix. C'est scandaleux. Un élu de la nation ne doit pas faire ça. On laisse répondre Romain Gros. Ne vous en faites pas. S'il vous plaît. Moi, je suis calme. Rapidement. Visiblement pas tout à fait. Romain Gros termine, après on passe à une autre thématique. Allez, rapidement. Très clairement, le problème à Saint-Jacques, c'est votre manque de travail, votre manque de concertation. Vous n'avez pas parlé aux populations. Mais 200 millions, mon pauvre, mais vous n'avez rien regagné. Vous jetez, avec cette équipe, vous jetez des centaines de millions par À cause de vous, les logements ne sont pas faits. Ça fait 2 ans que on va arrêter parce que sinon on va y passer 1 heure. Moi, je vous propose de passer à une autre thématique, de prolonger cette thématique du commerce, et on va continuer dans le développement économique, mais prendre un petit peu de hauteur. John Bourgeois qui va nous introduire et lancer cette thématique développement économique. Ah oui Olivier, donc qui dit développement économique dit aussi aménagement du territoire. Alors Perpignan pourtant semble être à l'éternel oublié de ces politiques d'aménagement du territoire. On peut parler des vols Perpignan-Paris, on peut parler de la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, on peut parler de la ligne de fret Perpignan-Saint-Charles-Rungis, mais les Perpignanais ils attendent des actes et non des promesses des élus. Alors, Jean-Marc Pujol, peut-être une réponse à leur donner? Juste un mot, parce qu'on a un petit problème de temps de parole, le temps de parole de Romain Gros qui court, donc voilà, on va remettre les choses en place. Jean-Marc Pujol peut répondre. Alors, écoutez, l'action économique, ça passe au niveau de la communauté urbaine, mais j'accepte d'en parler en tant que maire, puisque je suis aussi président de la communauté urbaine. Première action, faire en sorte que des entreprises qui veulent s'installer puissent s'installer avec des coûts de terrain économique modiques. C'est le cas à Perpignan. Pour vous donner 2 chiffres, nous avons vendu en 2019 12 millions d'euros de terrain économique pour que des entreprises viennent s'installer, et l'an dernier nous en avons vendu pour 9 millions d'euros. Ça, c'est ce que l'on peut faire, c'est ce que l'on fait, et c'est ce qui a permis l'installation entre autres d'Evo+, de Computa Center, de Graphic Line, etc. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Bien. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels le maire est impuissant, mais qu'il peut essayer de contribuer à renforcer. Premier élément, le TGV. Il manque 150 km de TGV entre Montpellier et Perpignan. Avec la présidente de la région, Madame Delga, nous sommes allés plusieurs fois rencontrer le gouvernement pour essayer de les convaincre que s'il n'y avait pas les financements, nous pouvions faire un montage financier avec des opérateurs privés, comme ça s'est fait ailleurs, pour essayer de finir. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, le fret aérien, ou notamment les transports aériens. Mais objectivement,
c'est une décision d'une compagnie qui s'appelle Air France. Alors, je veux bien porter tout le poids du monde, mais je n'ai pas la possibilité d'imposer au président d'Air France 6 ou 7 ou 8 vols par jour. Alors, il faut rester cohérent sur ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, nous avons quand même le TGV qui vient de Madrid, sans problème, et nous n'avons pas le TGV qui va à Paris. Et donc, je mets les responsables qui sont concernés devant leurs responsabilités. Moi, ce que j'ai fait à mon niveau, j'ai fait les possibilités d'installation d'entreprises à Perpignan et dans la communauté urbaine, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Torremila, par exemple, nous n'avons plus de place. Et la totalité des zones économiques, aujourd'hui, sont presque toutes remplies. Voilà ce que je peux vous dire. Et Louis Alliot, sur ce désenclavement de Perpignan, vous êtes député. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement une carte à jouer quand on a un rôle national aussi? Oui, d'ailleurs, j'ai rencontré le secrétaire d'État pour parler du TGV. Pourtant, ça avance pas beaucoup, malgré tout. Oui, mais ça avance pas, mais il faut demander... moins qu'on puisse dire. Il faut demander à ceux qui ont le manche, à ceux qui ont le pouvoir de décision, à ceux qui ont été au gouvernement depuis 20 ans, à droite et à gauche. Moi, je veux bien qu'on me dise, vous êtes député, vous n'avez pas les moyens. Je suis député de l'opposition, je n'ai pas de groupe. En revanche, j'ai en face de moi des personnalités qui sont soit des anciens amis du Parti Socialiste au gouvernement encore il y a peu, soit des gens de droite qui ont été avec M. Concrètement, Louis Alliot, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais il faut faire du bruit. Il est anormal de maintenir Perpignan dans cet état, j'allais dire, d'isolement général, avec un TGV qui n'est pas là, alors qu'effectivement les Espagnols l'ont fait arriver. Monsieur Djebari m'a dit Montpellier-Béziers 2035. Mais vous vous rendez compte? Si le TGV arrive à Béziers en 2035, ça veut dire qu'il ne sera pas avant 2050 à Perpignan. Alors il serait temps que les élus de droite et de gauche, plutôt que de pinailler ou de se battre sur des broutilles, s'unissent pour faire entendre une seule voix, mais faire bloc, y compris contre ses amis politiques. Ça me paraît être un préalable. La RN 116, c'est un scandale. Je pense que c'est même une des seules routes en France qui est aujourd'hui coupée à chaque fois qu'il y a une inondation ou à chaque fois qu'il y a la pluie ou je ne sais quoi. Là aussi, il faut mettre des moyens financiers importants. Il faut vraiment mobiliser les fonds, y compris les fonds européens. Et enfin, l'avion. Moi, j'ai rencontré le directeur de la filiale HOP pour discuter. Le problème de Perpignan, c'est que le portefeuille d'affaires n'est pas assez important. Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises implantées sur notre territoire. Eh bien, il faut mettre le paquet. Le paquet, c'est quoi? C'est de continuer à faire, c'est vrai, ce qui a commencé à être fait, mais c'est faire de l'ADE, l'Agence de développement économique, le bras armé de cette politique volontariste d'installer des entreprises et donc des emplois, et donc des familles, et donc de la fiscalité supplémentaire sur le territoire. Rapprochez bien le micro pour la prochaine intervention. Voilà. Agnès Langevin, sur cette question. Alors, sur la question... développement économique, et puis surtout des grandes infrastructures, et certaines qui ne sont pas encore, effectivement, pas encore là. Pour retrouver un développement économique et une attractivité, il faut bien sûr de la confiance. La confiance, c'est une feuille de route claire. La nôtre, c'est de développer une économie autour des solutions d'adaptation au changement climatique. Et il faut bien sûr des infrastructures. Et je crois qu'on peut reconnaître à la présidente de la région, Carole Delga, d'avoir organisé ici même à Perpignan un grand rassemblement d'acteurs économiques, d'élus politiques pour aller porter ensemble cette nécessité d'avoir cette connexion avec la LGV. Cette ligne nouvelle, elle est d'autant plus importante que nous l'avons vécue avec la rupture au niveau de Béziers. Nous savons très bien qu'il y a un risque maintenant de submersion et cette ligne est vulnérable. Il va falloir la construire vite pour aussi libérer des sillons au niveau du fret. Sur les activités économiques, nous avons ici à Perpignan un écosystème remarquable avec l'université, des laboratoires de recherche, le laboratoire Arago et un tissu économique qui est déjà vulnérable, mais qui sera encore plus exposé aux enjeux du réchauffement climatique. Je pense à l'agriculture et à la viticulture, au tourisme, à la logistique, dans des secteurs dont on va devoir accompagner les mutations, bien sûr, en termes énergétiques, mais aussi les mutations numériques et les mutations sociales. Donc nous, ce que nous proposons, c'est un pacte de transition pour accompagner ces secteurs, pour qualifier de la main-d'œuvre, parce que ça aussi, les bras nous en tombent. Il y a
un taux de chômage très élevé, et de l'autre côté des entrepreneurs, des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Donc nous avons, et c'est ce que nous faisons avec la région, un enjeu à la fois de qualification, de formation, pour que nos pépites, nos compétences restent ici sur le territoire. C'est de la création de richesses, de l'activité localisée, et les retombées seront vraiment aptes du coup à redistribuer et à réaménager le territoire. Thierry Bouldois. Caroline Forgue, vous, sur ce développement économique, sur ce que vous prenez comme un nouveau modèle, qu'est-ce que vous proposez d'abord, et qu'est-ce qui est crédible et surtout financé ou finançable? Alors déjà en termes d'infrastructure, on préférera défendre, et on a défendu le train de nuit plutôt que l'avion. Tournons-nous vers les voies de l'avenir, les solutions écologiques. Bien sûr, il faut qu'on soit relié par le train, mais jouons aussi la carte du Sud. Quelle est la coopération que nous avons aujourd'hui pour éviter ces plus de 10 000 camions sur l'autoroute A9 qui passent à côté de nous? Quel est l'avenir de Saint-Charles? Est-ce qu'on attend que l'ensemble des plateformes de transfert sur le rail se fassent au Sud? Donc aussi, ayons véritablement une eurorégion et une coopération avec nos voisins catalans. Enfin, en termes de développement économique, il faut soutenir les filières nouvelles qui sont issues notamment de notre université. Il faut continuer à attirer des entreprises, mais il faut aussi partir du constat de nos besoins locaux. Une agriculture à redynamiser pour une alimentation de qualité pour notre restauration. La rénovation énergétique, nous voulons implanter une agence locale de l'énergie pour accompagner les propriétaires et donc redynamiser le tissu des artisans. Et tout ça derrière, c'est des emplois locaux non délocalisables. Il faut de la formation parce que la moitié de la population active est en dessous du seuil du bac. Ça veut dire aussi il faut un accompagnement vers ce retour à l'emploi, vers des activités de l'économie sociale et solidaire, et nous ferons une maison de l'ESS, une politique de formation et du coup des services publics aussi, garde de crèche, accès à la cantine, accès à la crèche quand on est en recherche d'emploi. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, et quand on est une famille, beaucoup de femmes assurent toutes seules, sont des familles monoparentales, et comment est-ce qu'on peut rechercher de l'emploi, suivre une formation quand on n'a pas accès à ces services publics? Donc nous, ça sera notre priorité. Olivier Amiel, au niveau de cet aménagement du territoire, on est plus là au niveau de la communauté urbaine que de Perpignan. On a entendu beaucoup de points de vue sur ces grandes infrastructures qui manquent ici, notamment la LGV. Quel est votre point de vue? Comment développe-t-on cette économie? Mais déjà, en le défendant courageusement au plus haut niveau. Et c'est vrai que ça a manqué, que ce soit nos parlementaires ou nos élus en place. On n'a jamais su imposer l'intérêt local au niveau national. Et ça, à un moment donné, il faudra avoir le courage, bien entendu, de le faire. Après, sur l'économie, à proprement parler, le marché Saint-Charles, il faut peut-être commencer à réfléchir à une possible diversification de son offre. L'outil en termes de logistique est fantastique, mais bien entendu, peut-être qu'il faut voir si on peut aussi diversifier ce qui est vendu au marché Saint-Charles. Il faut l'accueil des entreprises, je l'ai entendu, mais il faut le faire d'une manière intelligente et stratégique. C'est-à-dire qu'il faut le faire en lien avec nos 3 plateformes technologiques universitaires, puisque ça peut attirer des entreprises bien précises qui préféreront Perpignan qu'une autre ville dans ce sens-là. Il faut aussi faciliter l'accès des entreprises locales dans les marchés publics, faciliter avec des critères légaux, c'est possible de le faire, pour plus avoir ces bêtises avec des sociétés qui viennent, des entreprises de l'étranger parfois ou de l'extérieur, et qui viennent prendre ici. Pour moi, il faut défendre nos entreprises, parce que derrière, ce sont nos emplois. Et j'entendais tout à l'heure la candidate de la liste de gauche nous dire le Made in Perpignan. Ce qui me fait rigoler, c'est que tous les candidats là ici présents, ils ont fait du merchandising, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des t-shirts, des casquettes, des écharpes et tout ça, sont toutes fabriquées en Chine ou en Asie ou au Bangladesh. Moi, mes produits qu'on a fait dériver là, pour la liste, ils sont produits en France, ils sont produits à Perpignan, dans le quartier Saint-Jacques, par une entreprise d'économie sociale et solidaire qui fait travailler les femmes du quartier. Vous voyez la différence? Moi, je ne me suis pas déguisée pour l'élection, donc j'ai pas pris ni de t-shirt ni de kawaii. Il n'y a aucun déguisement, moi, pour cette élection. Romain Gros, on a parlé de l'importance aussi des mandats nationaux. C'était évoqué avec lui à Lyon. Comment fait-on quand on est député, comme vous?
pour pousser ces dossiers. En travaillant sans cesse, en remettant sans cesse sur l'établi, premier point. Mais deuxième point, ne se trompant pas de combat. Vous savez, c'est la poule et l'œuf. Pourquoi le TGV arrive dans une ville également? Parce qu'il y a une prospérité économique, parce qu'il y a une attractivité. Et votre question, vos deux questions, elles sont liées. Attractivité économique et désenclavement. Il nous faut régler le problème de l'attractivité économique de notre ville. Et on ne peut pas là non plus s'attribuer un satisfecit. Que ce qui a été fait ait été fait de bonne foi, dont acte. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. On a un taux de chômage de plus de 23% aujourd'hui sur Perpignan. Cet élément-là, 32% de taux de pauvreté, c'est considérable. Le taux vous compariez à Nîmes, mais moi j'aimerais comparer au taux français, c'est 14% le taux français. Vous imaginez plus du double. Donc sur ces éléments-là, il faut être capable de créer de l'emploi à Perpignan. Comment? En ayant un plan d'attractivité pour notre ville. D'abord par la fiscalité, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on ne met pas un plan d'attractivité pour les entrepreneurs qui viennent s'implanter, qui choisissent la plateforme perpignanaise, ça ne fonctionnera pas. Vous savez, il y a une disposition que la loi permet, que le Code général permet, c'est l'exonération pendant 2 ans suite à l'implantation sur le territoire d'une commune de la CET. Mais cette disposition, elle n'est pas appliquée à Perpignan. Il faut l'appliquer par la communauté urbaine. Premier point. Deuxième point, il nous faut un plan d'attractivité avec en effet l'Agence de développement économique, mais la regrouper, pourquoi pas, avec le Palais des Congrès, avec une vraie stratégie. Et ensuite, pour répondre et terminer sur votre question sur l'attractivité, sur le désenclavement, oui, il faut se bagarrer, tous unis. Parce que le problème, c'est que le département, il a un talent fou pour se diviser en permanence, pour se chamailler. Regardez entre le département et la ville. La Cigale, on peut multiplier, parler des rois de Majorque, on peut multiplier les exemples à l'envi. Aujourd'hui, il faut savoir se rassembler et travailler ensemble à Paris. John Bourgeois, pour 100%. Alors, Clotilde Ripouille, on a des pôles économiques importants, mais du coup, on parle de manque d'attractivité. Vous, qu'est-ce que vous proposez justement pour développer ce tissu économique local? Moi, je suis fascinée d'entendre Romain Gros nous expliquer qu'il va faire maintenant ce qu'il n'a pas fait pendant 10 ans pour la ville, puisque ça fait 10 ans que vous avez été premier adjoint à la tête de l'Agence de développement économique, aujourd'hui député. Et pour moi, un mauvais député fera jamais un bon maire. Mais maintenant, il y a des choses à faire pour notre ville. Je dirais, il y a des choses en urgence. On a un secteur qui représente 6% de notre activité économique, qui est le BTP. C'est pour ça que nous proposons un plan Marshall de plus 100 millions d'euros d'investissement. Oui, ça vous dérange? Tant mieux. Donc, un plan Marshall de plus 100 millions d'euros, ça vous dérange aussi que j'ai été professeur? Tant mieux. Je suis pas énarque. Allez, allons au bout. Voilà. Et maintenant, après ce plan Marshall de plus 100 millions d'euros, qui permettra de rénover un certain nombre de quartiers qui en ont bien besoin, comme Saint-Jacques, Saint-Mathieu, des quartiers du centre, mais aussi d'aider à la rénovation d'autres quartiers comme le Moulin à Vent, qui a 60 ans et qui est vieillissant. Voilà, ça permettra de donner des emplois ici aux entreprises artisanales BTP locales. Et indépendamment de ça, il faut reprendre en main le destin de notre agglomération. Perpignan est la 3e agglomération d'Occitanie derrière Montpellier et Toulouse. Elle a besoin d'être reprojetée dans une autre dynamique avec un équilibrage de la fiscalité, parce qu'il est anormal qu'on ait une fiscalité nettement plus forte sur Perpignan que sur les autres villes de l'agglomération. Il est anormal aussi que l'on finance aux frais des Perpignanais une trop grande partie du théâtre de l'Archipel, alors qu'il bénéficie à tout le monde. Et donc il faut relancer cette agglomération pour faire de Perpignan une vraie capitale régionale, de préférence en lien avec les départements autour, et notamment la Catalogne, qui, je le rappelle, est la région la plus riche d'Espagne, alors que nous sommes un des départements les plus pauvres de France. Thierry Bouldoir pour l'Indépendant. Alessandra Boulot, justement, ce chômage endémique, cette pauvreté très compliquée et qui s'installe durablement ici à Perpignan, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour vraiment la combattre directement? C'est vrai que concernant le sujet du désenclavement du territoire, on a le sentiment que les élus ces dernières décennies ont plus œuvré finalement pour leur petite carrière que pour le développement du territoire et pour le faire connaître à l'extérieur, parce qu'il faut quand même prendre en compte que nous avons un département absolument fabuleux, un taux d'ensoleillement le plus grand de France, des paysages absolument exceptionnels, des pistes de ski à 1 heure, la mer à 10 minutes. Par conséquent, nous avons tous les atouts pour accueillir des entreprises et pour faire en sorte que l'emploi fleurisse à Perpignan. C'est dans cette perspective que je nommerai un représentant au sein du conseil municipal qui sera en charge d'aller à la rencontre des grandes entreprises pour qu'elles implantent des antennes ou de leurs enseignes ou de leurs industries au sein du département, moyennant encore là des avantages fiscaux, parce que mieux vaut
toucher moins que ne rien toucher du tout, et faire en sorte de se démarquer par rapport à nos défaillances, c'est-à-dire nos défaillances d'accessibilité. Effectivement, nous sommes à 5 heures de Paris en TGV, l'avion est extrêmement cher, et ce qu'il faut en fait, le véritable enjeu, c'est créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus d'entreprises, ça veut dire des nouvelles lignes d'avion, ça veut dire des nouveaux habitants, ça veut dire repeupler des quartiers pauvres, et ça veut dire enrichir notre département, et par conséquent, créer de l'emploi pour les jeunes, mais pour tout le monde surtout. Un mot à dire, on a entendu tout le monde sur cette question de développement économique. Certains d'entre vous ont d'autres mandats, hein, c'est le cas à la région. On a parlé aussi de collaboration entre les collectivités. On a eu des tensions, on en a encore entre les collectivités. Est-ce que d'abord, il ne s'agit pas de pacifier les relations entre les collectivités qui doivent travailler aussi entre elles pour ce développement économique? Et comment on fait? Vous avez raison. La recette est simple. Nous la mettons d'ailleurs en œuvre au sein de la région Occitanie, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt général. Avant, ici, sur ce territoire, quand quelqu'un venait proposer un projet, on demandait c'est qui ? On ne demandait pas quel était le projet, quels étaient les objectifs, quelles seraient les retombées économiques. Avec Carole Delga, nous travaillons pour l'intérêt général. Je pense que Jean-Marc Pujol peut en témoigner. Nous cofinançons beaucoup d'opérations de requalification urbaine. Nous avons aidé plus de 300 entreprises. Nous finançons l'université, la première école d'ingénieurs sup-ENR. Donc nous travaillons dans l'intérêt général. Et effectivement, c'est ce que j'amènerai à Perpignan, c'est cette capacité à travailler de façon sereine et pacifiée, à la fois avec le département et avec la région. Caroline Forgue, un mot sur cette question de la pacification, je dirais nécessaire entre les collectivités. Même si j'aime pas ce terme de pacification, qui est cher à Olivier Amiel, on va d'ailleurs. le reprendre à Olivier Amiel. Donc effectivement, le sens de notre proposition, c'est cette coopération. Arrêtons, là on s'envoie des noms d'oiseaux, on fait le débat de LCI, je crois qu'on veut autre chose pour Perpignan. On veut qu'il y ait du partenariat, on veut qu'il y ait une co-construction avec les habitants, avec les acteurs socio-professionnels, à tous les étages, pour tous les projets. Donc choisissons la coopération plutôt que la compétition, que ça soit en termes de destination touristique. Non, le tourisme seul ne sauvera pas Perpignan de cette situation. Il en faut un tourisme de qualité, faisons-en une destination, mais faisons-en d'abord une ville agréable à vivre, vivable et apaisée pour ses habitantes et ses habitants. Olivier Amiel, un mot, mais très rapide de cette question-là. Oui, parce que je garde mon temps de parole pour la vraie pacification, celle de la sécurité. Donc bien sûr, il faut pacifier aussi les relations. La guéguerre entre les collectivités et entre les personnes à la tête de ces collectivités doit cesser. Allez, on va continuer dans nos thématiques, passer à la suivante, parler de qualité de vie, de sécurité et de propreté aussi. Thierry Bouldoir, la sécurité dans l'actualité de ces derniers mois, un des enjeux essentiels à Perpignan, mais pas uniquement, dans beaucoup de villes pour ces municipales. Petit Ripoll, il entend beaucoup parler à Perpignan, un peu plus de policiers municipaux, toujours plus de caméras, toujours plus de mouvements, d'hommes, mais peu de résultats. En tout cas, il y a toujours ce sentiment d'insécurité qui persiste. Alors que proposez-vous d'autre ? C'est pas juste un sentiment, c'est une réalité pour beaucoup de Perpignanais. Quand on a des tirs devant une école, quand on a des gens qui peuvent plus rentrer chez eux sereinement, c'est une réalité. Et c'est une réalité dans de plus en plus de quartiers de la ville. Je suis frappée aujourd'hui, moi qui rencontre énormément de Perpignanaises et de Perpignanais, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Et face à ça, la prise en charge n'est pas suffisamment vigoureuse. Aujourd'hui, il faut remettre de la présence dans tous les quartiers. Les gens ont besoin de présence humaine. Cette sécurisation, elle ne passera que par une présence accrue de policiers municipaux, mais pas que. C'est une présence d'un ensemble d'agents de la ville, de personnes à l'entrée et à la sortie des écoles, d'éducateurs sportifs, d'éducateurs pour la jeunesse. Il faut une véritable politique de prévention, qui n'est pas le cas aujourd'hui à Perpignan. Et enfin, il faut interpeller vigoureusement le ministre de l'Intérieur pour qu'il remette
des policiers dans notre ville. La sécurité, c'est une nécessité nationale et aujourd'hui, nous avons perdu trop de police nationale à Perpignan. John Bourgeois. Alors justement, on parle du nombre de policiers. Il y en a beaucoup, des policiers municipaux armés à Perpignan, 160. Louis Alliot, comment vous expliquez ce paradoxe entre beaucoup de policiers, mais par contre un sentiment d'insécurité qui perdure? Parce que d'abord, ce n'est pas un sentiment. Le micro un peu plus près. C'est une véritable insécurité. Et le principal problème aujourd'hui du Perpignan, c'est la drogue. Tant qu'on ne pointera pas ce problème numéro 1 à tous les niveaux, de l'école, j'allais dire au lieu de vie la nuit, eh bien, on ne réglera pas le problème. Car le problème vient de là. Ensuite, il y a l'équipement, il y a les hommes. La police municipale a été équipée en hommes et en matériel. C'est pas le problème, c'est l'utilisation. Il faut aller mener la guerre aux voyous. Car pour l'instant, c'est les voyous qui mènent la guerre à la police, qui mènent la guerre aux habitants et qui bien souvent sont confortés dans leur voyoucratie par malheureusement la justice qui systématiquement, lorsqu'ils sont arrêtés, les remet en liberté à de nombreuses reprises avec les conséquences que ça a. Voilà, il faut faire du bruit. Il faut mettre en accusation l'État qui est en la matière. Il y a carence. Il y a non-assistance à personne en danger. Il faut faire comme à Béziers, tout simplement, et montrer qui sont les responsables en essayant sur le terrain de mettre les moyens là où il le faut. Je pense par exemple à la Cité des Oiseaux, qui était quand même une cité très agréable à vivre et qui est devenue aujourd'hui un cauchemar pour les habitants. Pourquoi les services de l'État ne vont pas systématiquement mettre hors d'état de nuire les voyous qui y pullulent? Pourquoi j'ai été saisi par les commerçants de Saint-Martin qui ont cartographié les points de deal, les points de vente de cigarettes illicites, etc. Et l'État ne fait rien. Mais à un moment donné, il va falloir que le maire s'agite, qu'il fasse du bruit, qu'il prenne le taureau par les cornes, et puis surtout, qu'il pointe l'État, parce que le jour où il y aura un drame, et nous n'en sommes plus très loin, eh bien, il n'y aura qu'un seul responsable, c'est l'État, et évidemment les gens qui soutiennent cet État-là. Alexandre Bollot, cette question de la sécurité. Il faut dire que le sentiment d'insécurité, il se fait particulièrement ressentir la nuit. Il y a un déficit d'agents de police nationale à Perpignan suite au désengagement criant de l'État. Là encore, il faudrait que le pouvoir central se préoccupe un peu plus de Perpignan en matière d'affectation d'agents pour que les Perpignanais se sentent plus en sécurité, et particulièrement dans le cœur de ville piéton où parfois, quand on est une femme seule, on peut se sentir assez vulnérable malgré les vidéos de surveillance. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les caméras de vidéosurveillance n'empêchent absolument pas le trafic de drogue, puisque pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, sous mes yeux, 2 trafiquants de cocaïne étaient en train de tester le produit sous les caméras. Donc moi, ma question, c'est que fait la municipalité en charge de la vidéosurveillance pendant ces horaires de nuit? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est un renfort en créant une garde municipale. C'est-à-dire une réserve municipale qui serait constituée de renforts, d'anciens légionnaires, d'anciens policiers nationaux, qui viendraient prêter main forte aux policiers nationaux. C'est une milice que vous proposez? Pas du tout, pas du tout. Il s'agit absolument d'une milice, loin de là. Il s'agit de re-rendre le droit à la sécurité des Perpignanais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents de sécurité en retraite, puisqu'ils prennent la retraite très jeunes, qui ont envie de se rendre utiles. Et compte tenu des difficultés des dépenses publiques, ça permettrait de rationaliser les dépenses de sécurité qui sont déjà très élevées puisque nous bénéficions du plus grand nombre de policiers municipaux proportionnellement au nombre d'habitants. Donc mettre en place la police municipale la nuit, revoir les agendas, approfondir les études des vidéos de manière à ce que les Perpignanais se voient rendre justice. Et évidemment, en ce qui concerne la justice en elle-même, j'ai envie de dire qu'elle fasse son travail et qu'elle arrête d'être politisée. On continue le tour de table, tout le monde aura évidemment l'occasion de s'exprimer. Olivier Amiel, sur cette question de la sécurité. J'ai entendu tout à l'heure les 2 candidates des listes de gauche rigoler de mon terme qui a été utilisé pour la sécurité, la pacification. C'est vrai que quand je l'ai dit il y a 1 an, quand j'ai lancé ma campagne, qu'il fallait pacifier Perpignan, on m'a dit c'est un terme militaire, c'est un terme beaucoup trop fort. Aujourd'hui, on me le dit moins, bizarrement, vu l'état de violence inédit que l'on a à Perpignan, vu l'insécurité, vu les fusillades, ça se tire dessus quasiment tous les jours,
devant une école même. Donc là, on ne dit plus que la pacification est un terme trop fort. Et il suffit, quand on voit l'extrême gauche qui veut désarmer la police municipale, quand on voit la gestion des Verts sur les villes quand elles ont géré, et le laxisme qu'il y a eu, et l'anarchie qu'il y a en termes de sécurité, comme à Grenoble, ça n'est pas... Grenoble, le Front National, 3% dans les sondages, et le maire sortant à 36%. Donc... Sur la pacification, je pense qu'il faut vraiment, c'est pour ça que je gardais du temps, je pense que c'est vraiment la priorité pour Perpignan. Et je l'ai dit encore plus clairement que la pacification, j'ai dit qu'il fallait pourrir la vie de ceux qui nous la pourrissent depuis bien trop longtemps. La question, c'est comment? Et comment? En fait, avec deux axes. Le premier, c'est de mettre une police municipale de proximité. Ça sert à rien de pleurnicher sur le fait que l'État ne fait pas ce que devrait faire l'État. C'est pas grave, on prend les devants et on met une police municipale de proximité. Donc, contrairement à ce qu'a fait le maire sortant, c'est pas de centraliser la police municipale, mais c'est de la remettre comme on avait à l'époque sur l'ensemble, avec des bureaux de police sur l'ensemble des quartiers, au plus près des habitants. Ça fait de la cohésion sociale, ça fait du lien social et ça permet des interventions rapides. Imaginez devant l'école du Ruy, quand il y a eu la fusillade, on a eu une intervention en 12 minutes. Si nous avions eu encore un bureau de police dans le quartier, ça aurait été en 1 minute. Il peut se passer énormément de choses en ces quelques minutes. Et donc c'est ça qu'il faut faire, donc être au plus près des habitants. Entre parenthèses, le député En Marche n'a pas empêché la fermeture de 2 commissariats et n'a pas été capable d'obtenir un seul quartier de reconquête républicaine, ce qui aurait donné plus de moyens pour la police nationale. Deuxième axe, c'est la tolérance zéro. Alors ça, c'est un peu... Tout le monde le dit qu'il faut la tolérance zéro et qu'il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté face aux voyous, mais il faut être ferme aussi face aux institutions. C'est-à-dire, quand on regarde le parquet, le procureur, quand on regarde le préfet, toutes ces institutions qui souvent veulent qu'il n'y ait pas de vagues, veulent simplement qu'il y ait un peu de déni, alors qu'il faut regarder la réalité en face et intervenir. Thierry Bouldoir. Romain Gros, c'est pas que fait la police, mais que fait l'État et que feriez-vous en tant que maire? En tout cas, on le voit bien que tout le monde accuse l'État de ne plus être là, et donc vous qui êtes député, de ne pas faire grand-chose pour qu'il ne soit plus là. Merci Thierry de me poser cette question, parce que tout le monde accuse l'État, mais personne ne se réfère aux vrais chiffres. Aujourd'hui, le chiffre de policiers nationaux par moyenne d'habitants est plus élevé à Perpignan qu'il ne l'est à Montpellier, qu'il ne l'est à Toulouse. J'ai obtenu en première année de mandat 26 policiers de plus au commissariat de Avenue de Grande-Bretagne. J'ai obtenu la création d'une BRI il y a quelques semaines aujourd'hui. Tous ces éléments-là, ils viennent en plus. Alors pourquoi votre question, elle est très intéressante? Parce que dans ce département, on a une habitude, mais magnifique, qui est toujours de regarder ailleurs, plutôt que de regarder chez nous, dans notre jardin, comment cultiver un peu mieux notre jardin. Et cet élément-là, il est fondamental. Qu'est-ce qui se passe? On a un nombre de policiers nationaux supérieur à ceux de Montpellier et de Toulouse. Premier point. On a un nombre de policiers municipaux, et on va nous le dire abondamment, qui est largement supérieur à toutes les villes de la création quand on écoute le maire sortant. On a un nombre de caméras qui est largement supérieur à toutes les villes également de la création. Qu'est-ce qui se passe? On a un sentiment d'insécurité et on a une insécurité réelle. Que faire par rapport à cela? 3 axes. Le premier axe, c'est une question de méthode. La police municipale, elle doit être auprès des citoyens. Elle doit être dans les quartiers et dans tous les quartiers, avec des patrouilles à pied, avec des postes de police. Il y a 5 secteurs dans notre ville, il faut 5 postes de police. Il faut une vraie capacité de projection et de proximité. Deuxième point, vous savez, les heures des voyous, c'est pas les heures de la sécurité sociale, hein. Les heures des voyous, c'est la nuit souvent. Eh bien, la nuit, il faut aussi de la présence de la police municipale. Et ne venez pas nous dire que c'est remplacer l'État. C'est faux. En réalité, c'est complété. C'est complété. Pourquoi vous l'avez pas fait Madame plus tôt? Ripou, arrêtez avec votre rengaine. On va y revenir. Non, vous aurez le temps de vous exprimer et de me critiquer si vous le désirez. On avance et on conclut. Troisième point. En tant que premier adjoint, qu'avez-vous fait pour la sécurité? Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez fait alors? Moi, je vendre des chocolats au lycée Arago à la sortie aux élèves. Allez, on avance et on... que des boules de picoulade sur Perpignan, vous savez. Romain Gros, concluez, s'il vous plaît. Alors, troisième point, j'y tiens. Au troisième point, les caméras. Clotilde Ripouille, vous aurez la parole après. Oui, mais il nous fait un cours là sur ces 3 axes. Je vais vous donner la parole après. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait en tant que premier adjoint. Ça nous intéresse. Il a été premier adjoint, Monsieur Gros. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces 3 axes? Terminé. Alors, troisième point, les caméras. 260 caméras, c'est très bien. Vous les avez votées. Le problème, c'est pas le nombre de caméras qui est excellent. Moi, je suis partisan même qu'il y en ait un peu plus. Mais la difficulté, c'est les personnes qui le regardent. Parce que 2 personnes qui regardent 260 écrans, en réalité, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que les caméras deviennent un vrai outil de vidéoprotection. Et pour cela, il nous faut des personnes formées derrière les écrans, capables de prévenir, d'alerter la police immédiatement au moment de la commission des faits. Clotilde Ripouille.
Mais c'est toujours pareil, on entend les mêmes rengaines, c'est-à-dire il aurait fallu, mais Monsieur Gros était aux affaires. Les Perpignanais aujourd'hui veulent du changement, ils vivent dans cette ville. Et donc moi je leur dis, ne vous trompez pas, ceux qui étaient aux affaires avant ne feront pas maintenant ce qu'ils n'ont pas fait pendant 10 ans. Donc soyez vigilants, ne reprenez pas les mêmes et changez. Caroline Forgue, sur cette question de la sécurité. Alors vraiment, on voit bien que le nombre de policiers municipaux que le maire sortant nous vante comme de caméras de vidéosurveillance ne change pas la situation. Donc effectivement, bien sûr, il faut alerter l'État. La police municipale n'a pas le pouvoir de la police nationale. Ils ne sont pas policiers d'office judiciaire. Donc ils ne peuvent pas assurer les missions et remplacer la police nationale. Mais notre police municipale, elle doit être en proximité, dans les quartiers, redéployée, accessible la nuit et réactive dans tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Parce que c'est souvent, quand on voit des scènes de violence dans les quartiers populaires, ils arrivent une fois que c'est fait. Hein. Donc il faut aller partout, il faut arrêter les zones de non-droit. Mais c'est surtout qu'il y a du vide dans cette ville. On a abandonné les quartiers. Il n'y a plus de vie dans les quartiers, plus de tissu associatif. Donc redonnons de la vie autour de maisons de quartier, en soutenant les activités sportives et culturelles, en soutenant les associations d'entraide, avec du personnel dans les écoles, avec des vrais projets éducatifs. Donnons une perspective à la jeunesse et alors oui, il y aura d'autres perspectives et d'autres projets dans les quartiers et moins d'insécurité. Au niveau de la prévention, c'est ça que vous mettez en avant, pas uniquement les postes de police, c'est ce que vous voulez dire? De la police de proximité redéployée dans les quartiers et une politique de prévention avec des éducateurs spécialisés, avec une pratique culturelle, avec des lieux de vie autour de maisons de quartier. Une maison de quartier est un vrai lieu de vie dans chaque quartier. Jean-Marc Pujol, cette question centrale de la sécurité. C'est fier d'avoir la première police municipale de France, n'est-ce pas? Et être dans le top 3 d'installation des caméras de vidéoprotection. Alors, je suis très amusé de voir ici des candidats, c'est pas le cas de Monsieur Gros, qui en 2008 votait contre les augmentations d'effectifs et qui aujourd'hui sont plus sécuritaires que tout le monde, n'est-ce pas? Et je voudrais rappeler, juste par comparaison, ce que disait le procureur de la République de Grenoble concernant la perte de cette ville en matière de sécurité. Nous, la ville, on ne l'a pas perdue. On ne l'a pas perdu parce qu'on a vu avant tout le monde et contre tout le monde, et notamment les listes de gauche, qu'il fallait recruter des policiers municipaux. Et ce n'est pas par hasard qu'on l'a fait. On est la première police. On est jusqu'à 2 h du matin. Le taux d'intervention de la police municipale est entre 5 et 7 minutes sur les sujets faciles, difficiles. Nous sommes aujourd'hui avec des médiateurs dans les bus. Nous avons fait baisser le nombre d'incivilités dans les bus de 47%. On est une des premières villes de France. On fait de la prévention. J'entends tout à l'heure que la prévention, on a une brigade de prévention. Mais plus loin que ça, aujourd'hui, la qualité de la police municipale et des recrutements que nous avons faits nous permet de dire que cette ville est plus sûre que la ville de Nantes, où on ne sait plus quoi faire, que la ville de Bordeaux, où on a tout détruit pendant la période des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'on a une police qui est très présente partout. Et je vais noter un chiffre publié par le ministre de l'Intérieur. On reproche à M. Gros que ce ne soit pas un quartier de reconquête républicaine, mais tant mieux pour lui et pour nous. C'est que cela ne méritait pas un quartier de reconquête républicaine défini par le ministre de l'Intérieur. Alors il y en a, j'ai entendu M. Alliot tout à l'heure, ça m'a amusé parce qu'il oublie la Devèze quand il parle de Béziers. C'est là où on brûle les écoles, ne vous inquiétez pas. À Perpignan, on n'a jamais brûlé une seule. Non, mais c'est la vérité. Il ne suffit pas de faire du 4x3 avec un revolver. Nous, c'est depuis 86 qu'ils y sont. Donc aujourd'hui, il y a une sécurité. Aujourd'hui, il y a des quartiers de reconquête républicaine à Pau, à Montpellier, à Nîmes, il n'y en a pas à Perpignan. Alors il faut arrêter de rajouter sans arrêt les risques. Il y a eu un tir derrière une école, des fusillades. Bon, excusez-moi, quand on gère une ville, on la gère d'une manière sérieuse. Moi, aujourd'hui, première police municipale de France. Demandez-leur s'ils vont faire en sorte, eux, qu'elle le reste ad vitam aeternam. C'est méprisant de diminuer
C'est méprisant vraiment de rabaisser ce qui s'est passé devant l'école du Ruy et qui est le symbole aussi de l'abandon de ce quartier. Je ne rabaisse pas, vous ne savez même pas ce qui s'est passé devant, ça s'est passé derrière en plus. Non, écoutez, excusez-moi. Les coups de feu, c'était à l'intérieur de l'école. Je veux bien raconter des histoires, etc. En tout cas, il y a une mobilisation des habitantes et des habitants de ce quartier. Mais on connaît les résultats de l'extrême gauche en matière de sécurité partout. On continue le tour de table. Justement, dans des communes désarmées, il y a des bons résultats. Jeune Bourgeois pour 100% Radio. Pour qu'on revienne donc sur la sécurité, vous Agnès Langevin, donc vous n'aimez pas trop le terme de pacification d'Olivier Amiel, mais qu'est-ce que vous proposez du coup? Alors vous savez, les campagnes électorales, c'est des moments aussi à la fois de sidération et pour moi, j'ai pu vivre des moments assez incroyable de pouvoir être amené sur des points de deal, sur des points de vente, de trafic, au vu et au su de tout le monde, des policiers municipaux comme des policiers nationaux, sous les vidéosurveillances. Bref, c'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est un enquistement de ces trafics de drogue dans les quartiers, dans tous les quartiers de Perpignan, avec des réseaux extrêmement organisés qui vont d'enfants âgés de 8 à 13 ans rémunérés 50 à 80 € par jour uniquement pour faire le guet, avec un écosystème y compris économique de redistribution à l'échelle des commerces, à l'échelle des familles, et sans que ça n'émeuve franchement personne, et sans que le maire n'ait déclenché par sa parole, et pas uniquement effectivement par les politiques publiques dont il a la main, mais une parole de restauration de l'autorité. Moi j'estime que ce trafic de drogue qui inclut des enfants de 8 à 13 ans, c'est d'abord et avant tout de la maltraitance à enfants. Alors oui, il faut réinstaurer de l'autorité, il faut réinstaurer de la présence humaine, des policiers mais pas que, des agents de prévention, des éducateurs sportifs, des concierges aussi, avec de nouveaux services autour des nouvelles conciergeries qu'on peut voir pousser dans certaines villes. Et l'autre axe vraiment de notre programme, c'est aussi d'en finir avec les violences faites aux femmes. Il faut que tous les agents municipaux, des policiers jusqu'aux agents d'accueil, soient formés au repérage, à la prise en charge de ces victimes. Donc une intervention très rapide et une mise à l'abri, notamment dans les logements que nous pourrions réserver au niveau de l'office pour ces femmes et ces familles. Louis Alliot, je voyais hocher la tête au début du propos d'Agnès Langevin. Quand quelqu'un de gauche ou des Verts parle de contrôler le trafic de drogue ou de s'en émouvoir, c'est quand même curieux parce que le problème des Verts, il y a la dépénalisation de la drogue, par exemple. Donc il n'est pas facile de lutter contre quand on est finalement pour. Ça n'a rien à voir avec les trafics et le niveau des trafics qu'il y a à Perpignan. Non, la deuxième chose, c'est très cohérent, c'est vrai. C'est très cohérent. On voit que vous ne savez pas ce que ça veut dire la dépénalisation et quels sont les objectifs. C'est très cohérent. Je remarque que malheureusement, les constats qui sont faits aujourd'hui, ça fait presque 20 ans qu'on en parle, parce que il y a déjà 20 ans, elles étaient en formation et on savait ce que ça allait devenir. Aujourd'hui, on l'a sous nos yeux, il faut le traiter. Il faut traiter la sécurité, l'insécurité et les victimes. Là aussi, service aux victimes 24/24, parce que beaucoup aujourd'hui de victimes ne savent plus où aller, parce que par exemple, les commissariats ne prennent plus les plaintes. Et donc, ils sont un peu démunis, abandonnés, et il va falloir créer au sein de la police municipale, à la mairie de Perpignan, un service dédié aux victimes pour leur permettre tout simplement de faire des papiers, de faire jouer les assurances et de se défendre. Aujourd'hui, ils sont totalement à l'abandon. Allez, on va passer à une nouvelle thématique. Je vous propose d'abord de faire un point sur les temps de parole, voir où on en est un petit peu sur ces images. Voilà, donc on est dans des temps de parole qui ne sont pas égaux, mais qui ne sont pas non plus trop éloignés, entre 10 et 11 minutes 30 pour Jean-Marc Pujol, qui est un petit peu en avance. On va essayer de rééquilibrer tout ça dans cette thématique qui arrive. Ce sont les sports et la culture. Thierry, sur cette question. Avec un projet que porte la mairie, même si pour l'instant il a été en tout cas validé, mais il n'est pas sorti de terre. C'est la fameuse nouvelle salle Omnisport qui devrait naître au Vernet, à côté de la cité Diaz, entre les deux stades, Aimé Giral et Gilbert Brutus. Romain Gros, vous voulez tout simplement qu'elle ne sorte pas de terre? C'est pas simplement qu'elle ne sorte pas, c'est un problème de réallocation des ressources. Vous savez, cette salle, on nous dit elle va coûter que 7 millions. Quand on fait les chiffres, quand on regarde les chiffres exacts, c'est une trentaine de millions d'euros. On parlait tout à l'heure du bus gratuit.
on voit que c'est 5 millions par an sur 6 ans. Mais moi, annoncé par la mairie de 20 millions. Hein. Oui. Ils ont l'habitude de minimiser ce qui coûte et de maximiser ce qui rapporte. Mais on va regarder là ces éléments-là. La salle multisport, quel que soit leur chiffre. Allez, prenons 20 millions. 20 millions, moi je propose de les réallouer au transport gratuit. Aujourd'hui, la priorité pour Perpignan, c'est clairement qu'on ait une stratégie de mobilité, qu'on ait une stratégie d'attractivité économique, qu'on ait des sujets à traiter sur la sécurité, on vient d'en parler. Ces éléments-là, ils demandent véritablement de l'argent, des fonds. Donc il faut être capable de réallouer ces dépenses-là vers ces sujets-là. En se disant que l'autre condition, c'est zéro augmentation d'impôts. Vous savez, notre ville, vous le disiez tout à l'heure, le sport n'est pas un facteur de vie citoyenne commune. Bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'il faut une salle multisport pour la vie dans les quartiers, la vie sportive dans les quartiers? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas des city-stades? Moi, regardez au Baléares, l'état du city-stade. Il est dans un état déplorable. Regardez dans de nombreux quartiers l'état des city-stades. Donc je pense que oui, vous avez raison. Le sport, c'est facteur de cohésion, c'est facteur de vie. Vous avez 1000 fois raison. Mais on n'a pas besoin de mettre 30 millions dans une salle multisport qui devra accueillir également des spectacles pour pouvoir s'équilibrer. Parce que le problème, il est là également. Alexandre Bollot, cette question du sport et de cette salle omnisport. Alors moi, cette salle omnisport, comme vous le savez, j'ai été farouchement opposé quand j'étais élu municipal et c'est une des raisons qui a valu ma démission du conseil municipal puisque celui-ci a voté à l'unanimité, à savoir opposition-majorité, la création de cette salle qui me paraît être un gouffre financier au même titre que l'ont été d'autres infrastructures d'ailleurs que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Par conséquent, moi, ce que je propose, c'est de rationaliser les dépenses au niveau du sport et de se concentrer sur ce qui marche. Ce qui marche aujourd'hui à Perpignan, c'est le rugby. C'est pourquoi je proposerai la création... Les rugby, si je puis me permettre. Les rugby à 13 et à 15. C'est bien dans cette démarche que j'inscris le projet de mutualisation du centre de formation des deux rugby, qui, après m'être concerté avec des acteurs éminents du rugby local, n'est-ce pas, de 13 et de 15, serait d'accord pour le créer au Moulin à Vent. Et je pense que la municipalité a un rôle très important financièrement à jouer là-dessus. C'est de la mutualisation. D'ailleurs, en termes de mutualisation, je proposerai l'attribution de la compétence sport et de la compétence culture à l'agglomération parce que les infrastructures doivent pouvoir bénéficier à tous. Il me paraît anormal qu'un Canétois et un Perpignanais bénéficient de tarifs différents dans la piscine du Moulin à Vent ou dans la piscine Europa, sachant qu'on est tous des contributeurs financiers de l'agglomération. Ensuite, au niveau de la culture, comme ça au moins j'en termine sur la thématique, moi ce que je propose c'est une offre de communication culturelle efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec la création d'un pass culture qui permettra des tarifs promotionnels aux usagers des musées notamment. Olivier Amiel, le sport, et on commence par la salle omnisport, mais on peut aller beaucoup plus loin dans le propos. Tout ce qui est de l'investissement pour le nord de Perpignan doit être pris. Ça avait été financé avec des crédits politiques de la ville, ce n'est pas pour rien. C'est bien entendu pour amener un peu plus d'animation et de vie dans le quartier nord. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut éviter deux erreurs. La première, c'est de ne pas assez faciliter les entreprises locales pour la construction de cette salle. Et là, il y a eu peut-être des erreurs sur le marché. On pourrait y revenir. Et la deuxième erreur, ça aurait été d'en faire simplement une salle de sport, parce qu'on n'a pas de club assez important pour être locataire dans cette salle. Et donc, il faut que ça soit vraiment transformé en salle de spectacle de type Arena ou Zénith. Ça, oui. Clotilde Ripouille ? Alors effectivement, cette salle, elle montre des erreurs de méthode de la municipalité actuelle. C'est-à-dire, c'est un architecte qui n'est pas perpignanais, qui propose une salle qui est tellement difficile techniquement que ce ne sont pas non plus des entreprises locales qui vont pouvoir répondre à l'appel d'offres, et un projet qui traîne puisque l'appel d'offres a été remis sur le tapis un certain nombre de fois, qui devait être fait pour la fin de l'année et que c'est toujours pas le cas. Donc, et enfin, je dirais, pour ce quartier, ce n'est toujours pas une infrastructure de proximité. On a déjà 2 stades dans ce quartier, 2 stades qui posent énormément de problèmes de stationnement puisqu'il n'y a rien qui a été prévu. Ça se fait au détriment des habitants. Ce que nous proposons, c'est déjà de faire une étude pour faire un stade à l'extérieur de Perpignan et pouvoir remplacer les 2 stades existants pour en faire autre chose, que ce soit du logement, des infrastructures, des parcs. On a besoin de verdure dans cette ville et d'infrastructures de proximité au Vernet qui manquent terriblement d'infrastructures municipales, culturelles et sportives de proximité pour la jeunesse notamment. Caroline Forgue ?
Voilà, on voit bien la problématique de méthode, c'est-à-dire qu'on fait une salle à 7 ou 20 millions, mais on vient de nous dire qu'il n'y avait pas de club assez important pour l'occuper. Donc voilà, bref, on n'a pas, on va aller chercher la culture, quel est le lien avec les quartiers. Par principe, il faut le faire en Vernet, mais le Vernet n'a-t-il pas besoin plutôt d'équipements de proximité? Et c'est bien le but de ces budgets participatifs, c'est-à-dire en fonction, dans les quartiers, en fonction des associations, en fonction des dynamiques, en fonction des manques, aller vers des équipements de proximité. Et je pense que s'il faut parler de grands équipements, il nous manque une piscine. Parce que nous, quand on passe dans les écoles, quand on passe, il n'y a pas assez de créneaux pour l'apprentissage de la natation. Donc faisons le point collectivement en termes de besoins des habitantes et des habitants et ne partons pas sur des grands projets qu'il faudrait faire pour les faire. Et de la même façon, sur la culture, nous avons des équipements structurants qui fonctionnent bien, qu'il s'agit de continuer à accompagner et à développer. Mais surtout, la culture, elle doit être vivante. La culture, elle se pratique. Et donc, nous aurons, dans cette démarche d'accompagnement du tissu associatif, de vraiment mettre la culture au centre et de permettre à chaque quartier de développer son moment fort culturel, cinéma, débat, théâtre, pour que, voilà, on vive dans les quartiers. Loelio, la question d'abord du sport, on peut évoquer après la culture, mais d'abord le sport, cette question aussi de la salle Omnisport. La salle, au début, elle n'était que sur le sport. Un prix qui était plutôt, on va dire, calculé avec une 50% de subvention, ce qui n'était pas rien sur un tel projet. Donc ça coûtait, on va dire, un peu moins cher pour la ville. Sauf qu'au fur et à mesure, c'est devenu une salle de sport plus une salle de spectacle, ce qui est un tout autre objet, j'allais dire, culturel et sportif, avec des financements supérieurs et avec, là, pour le coup, les finances de la commune sont-elles assez fortes pour financer ce genre d'équipement? Donc cette salle apparemment ne se fera pas. On peut réorienter les crédits, en tout cas moi je les vois sur ce fameux centre de formation, que les rugby appellent de leur vœu. Et à proximité des stades, en tout cas dans ce secteur-là. Et je pense qu'il faut travailler à ça. Centre de formation qui pourrait servir à d'autres sports et pas seulement qu'au rugby. Je pense au basket et à d'autres sports. En tout cas, les présidents de ces clubs-là y sont prêts et les professionnels de ces deux rugby aussi. La seconde chose, c'est que le sport amateur à Perpignan, en dehors des rugby, il y a beaucoup plus de pratiquants que les pratiquants du rugby. Il faut donc s'en occuper. Il manque des crédits sur la rénovation d'un certain nombre d'appareils, de stades, de vestiaires, d'équipements. Eh bien, il faudra permettre à ces clubs amateurs de vivre aussi et d'exister en dehors du monde professionnel. Ils attendent une aide de la mairie et de l'agglomération et j'espère que nous serons en capacité de leur apporter cette aide-là. On l'a prévu et on l'a chiffré, l'aide du sport amateur. On a affecté la suppression du cabinet du maire, qui est une des mesures en termes de probité. C'est 250 000 € qui iront au sport amateur, donc c'est-à-dire ça augmentera de 25% les crédits pour le sport amateur. Donc ça c'est chiffré, c'est du concret. Jean-Marc Pujol, cette question du sport et de cette salle Omnisport. Alors la salle Omnisport, et je confirme ce que vient de dire M. Alliot, M. Amiel, j'ai voulu qu'il y ait une évolution de la salle pour permettre l'organisation de concerts, puisqu'il manque une place, notamment de 5000 places couvertes, et donc j'ai demandé l'évolution. Pourquoi ? On a pris du retard simplement parce que le concours d'architecture, vous voyez, Madame Forgue, en France, on est obligé de faire des concours, c'est la loi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Eh bien, a donné un architecte de Bordeaux qui a fait une proposition de cette salle à 16 millions d'euros. Quand on a ouvert les plis, on en avait pour 19 millions. Donc j'ai dit stop. J'ai recommencé à négocier avec eux et je suis en négociation. Parce que je pense qu'il est anormal qu'on vous propose une salle pour 16 millions et qu'on vous explique qu'elle va coûter 19 millions. Parce la que gestion des ressources des Perpignanais me fait être attentif. En revanche, c'est une salle qui est dans le cadre du plan national de rénovation urbaine, financée par l'État, financée par les collectivités, la région que je remercie, parce qu'ils ont vu que c'est un élément de restructuration du quartier du Haut-Vernay qui était très très important pour le devenir de ce quartier. Et donc j'irai jusqu'au bout dans une évolution de cette salle qui ne sera pas uniquement sportive, mais qui pourra permettre des organisations de concerts jusqu'à 5000 places assises. C'est aussi simple que ça. Je rappelle à Madame Forgue qu'il y a déjà 2 piscines et il y a des créneaux libres partout. Jeanne Bourgeois, on continue sur cette thématique de... Oui, on parle d'aménagement spécifique. Vous êtes 2 à proposer la création d'une patinoire Olivier
Olivier Amiel et Alexandre Bollot, mais vous, Agnès Langevin, vous êtes formellement contre cette création de la patinoire. C'est une aberration écologique. Oui. Pour revenir au sport et à la culture, la difficulté à Perpignan, c'est qu'on met toujours l'équipement avant la politique. C'est-à-dire quelle politique sportive, pour qui, avec qui, quel partenariat, avec quels objectifs. Et c'est de la même façon pour la culture. C'est-à-dire qu'on a un théâtre, on a un conservatoire, des équipes qui sont très compétentes, sauf qu'il n'y a pas de politique culturelle au sens d'objectif. C'est-à-dire comment cette offre culturelle va s'élaborer, va se pratiquer, comment elle va circuler et surtout bénéficier à tous les habitants de la ville. Pour le sport, c'est pareil. Je pense que la priorité, c'est de co-construire avec d'abord ceux qui pratiquent le sport, qu'ils soient petits, enfants ou des seniors, qu'on aide les clubs de proximité. Ils sont vraiment en difficulté tant sur le plan des petits équipements d'ailleurs que de leur fonctionnement. Quand on voit des milliers vraiment de bénévoles qui accompagnent des jeunes le week-end avec leurs propres deniers, avec des véhicules, je crois que l'effort à porter, c'est vraiment pour qu'on accède à ce sport vraiment de proximité, ce sport pour tous, qui émancipe, qui crée du lien social. Pour aussi, parce que le sport, c'est notamment les 2 rugby, c'est l'image aussi de la ville qui est véhiculée au niveau de ces grandes manifestations sportives. Nous avons 2 rendez-vous majeurs. En 2023, la Coupe du Monde de rugby, et avec la région, nous travaillons pour que Perpignan soit camp de base en 2023 et Occitanie 2024, qui va permettre non seulement d'accueillir, notamment à Font-Romeu, des équipes au moment de la préparation, mais de pouvoir aussi convier, embarquer l'ensemble des bénévoles sportifs lors des Jeux à Paris. Alors, on va entendre Romain Gros, qu'on n'a pas entendu sur cette question, mais Olivier Amiel, on a un petit peu de temps de retard, donc si vous voulez développer un petit peu plus cette question des sports et de la culture. Alors, de la patinoire, peut-être pour répondre. La patinoire, c'est vrai que depuis 92, quand le toit s'est effondré sous le poids de la neige, on nous dit qu'il y aura à nouveau une patinoire, mais on nous disait, mais c'est trop cher. C'est leur donner la gestion directe des stades, de leur stade, parce que de cette manière, ils pourront pérenniser leurs investissements futurs. Donc il faut faire confiance à ces 2 clubs et pour que dans l'avenir, ils puissent avoir un modèle économique beaucoup plus pérenne. Voilà. Et sur la culture, bon, on reviendra après peut-être. Rapidement, oui, Romain Gros. Oui, sur le sport. Pas trop long, s'il vous plaît. Je vais essayer. Comme un peu sur la culture, mais sur le sport. Je pense qu'il faut s'intéresser à la vie dans la ville avant de s'intéresser à des grands équipements extrêmement coûteux. Aujourd'hui, moi je vois beaucoup de bénévoles qui s'impliquent et je vois beaucoup de sports en dehors des 2 rugby. Qui donnent de leur argent, qui donnent de leur temps pour s'occuper, pour l'éducation d'enfants, pour leur apprendre la logique de l'effort, pour leur apprendre des sports, chacun dans les quartiers, et qui font vivre les quartiers. Donc je pense qu'avant d'aller chercher des grands éléphants blancs, vous savez, comme disent les Anglais, des grands équipements qui coûtent très cher, qui impressionnent les badauds, mais qui en réalité sont très souvent vides, il vaut mieux faire vivre ces associations, les aider avec équité, les aider avec respect, les faire monter en gamme là-dessus. Et dernier point sur le sport, les équipements de proximité sont nécessaires. Je pense qu'avant d'aller chercher une piscine, même si le besoin peut en être exprimé, mais je pense qu'il faut regarder tous les équipements de proximité qui sont ô combien indispensables dans les quartiers pour aujourd'hui créer cette cohésion qui est nécessaire à notre ville. Alexandre Bollot, juste un mot, vous êtes aussi un petit peu en retard sur ce moment du débat. Alors sur la question de la patinoire, effectivement, je rejoins tous les arguments d'Olivier Amiel. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire traumatisé par la destruction de la patinoire par la neige dans les années 90, mais presque. C'est un outil ludique, c'est un outil d'attractivité pour toutes les tranches d'âge et je suis pour, effectivement, la remise en place de cet outil sportif et ludique. Alors certains ont évoqué la culture, pas tout le monde. On va faire un très très rapide tour de table parce qu'on arrive vraiment au terme du débat pour pas qu'on se sente frustré par tout cela. Mais un mot du développement culturel. On a beaucoup d'animations culturelles, notamment dans le centre-ville de Perpignan. Comment on peut le développer et l'étaler et de le rendre universel sur tout le territoire? Clotilde Répouille, en quelques mots, on fera le tour. Deux choses. D'une part, nous voulons créer un historial de la ville de Perpignan parce que les Perpignanais ne connaissent pas leur histoire,
mais aussi c'est un outil d'attractivité touristique. On le fera en lieu et place de la loge que l'on mettra aux Dames de France, voilà, et ça permettra aussi de contribuer à faire vivre notre centre-ville et à expliquer comment cette histoire s'est construite. Mais je voudrais terminer et insister sur, que ce soit en matière culturelle ou sport, l'école est une des délégations fondamentales d'une ville, et aujourd'hui à Perpignan, nos écoles publiques ne sont pas suffisamment aidées, valorisées. Ça passe aussi par tout ce qui est activité périscolaire, de sport et de culture pour les enfants dans les quartiers. Ça contribuera aussi à résoudre des problèmes de sécurité et donc d'aider ces enfants à se construire un avenir. C'est essentiel pour Perpignan et pour la jeunesse perpignanaise. Olivier Amiel, un mot sur la culture, mais vraiment rapide. Très rapide, alors j'enchaîne tout ce qu'on a mis dans le programme sur la culture. Nuit des Arts sous le modèle de la fête de la musique pour que les artistes présentent leurs œuvres un peu partout. Retour d'un grand festival d'été comme les Estivales. Création d'une production d'un disque, d'un vinyle avec la scène locale musicale pour la promouvoir. Accueil des tournages, ouverture des Beaux-Arts pour une formation diplômante pour les tatoueurs comme ça s'est fait en Italie. Donc ça c'est très innovant. Et surtout, et c'est un lien avec l'économie, prolonger Visa pour l'image, pour faire en sorte qu'on ait davantage de retombées économiques à Perpignan grâce à ce principal événement culturel. Caroline Forgue. Alors pour la culture, c'est accès à la culture, mais pratique culturelle, c'est faire reconnaître la richesse, valoriser les musées existants, développer le réseau des musées, musées de l'histoire, et faire connaître notre histoire justement aux scolaires dans le cadre aussi des activités périscolaires, se l'approprier, un musée aussi des mémoires, de toutes les mémoires, de la diversité de cette ville, et ensuite de aussi accompagner la diffusion culturelle parce que nous avons des acteurs qui sont très dynamiques, et faire des états généraux de la culture pour définir les grands moments, parce que il faut que ça soit complémentaire et que nous soyons tous autour de la table pour le définir. Je suis désolé Agnès, je viens très court parce qu'on est déjà... on va dépasser l'horaire. Alors, un grand festival des arts de la rue qui prend forme et germe dans tous les quartiers de Perpignan, mais aussi avec Olivier Sulzinger, qui est donc l'auteur de Plus belle la vie et d'un si grand soleil, et qui est un colistier, la construction d'un studio audiovisuel pour accueillir les séries ici à Perpignan. C'est 200 emplois et une filière en matière d'audiovisuel et de fabuleuses images de notre patrimoine naturel très riche ici et culturel. Oui, vous l'avez évoqué un peu avec la salle d'e-sport et multi-usage. Et pas que, il faut, je pense, un second festival international en dehors de Visa. Moi, je pense à un festival des musiques gitanes, qui est une spécificité de notre ville et que nous devrions développer. La reconstruction d'une école des beaux-arts, j'ai pas dit de l'école des beaux-arts, mais d'une école des beaux-arts qui va manquer et qu'il faudra recréer, et ensuite faire de Perpignan une véritable destination culturelle avec une communication digne de ce nom, et pour l'instant tout cela est assez modeste. Romain Gros, très rapidement. Très rapidement, deux axes. Un premier axe, notre ville va fêter ses 1000 ans en 2025. Il nous faut nous mettre en état de célébrer ces 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se réapproprier notre histoire, avoir un musée d'histoire de notre ville. Regardez, nous n'avons pas de musée d'histoire de notre ville, premier point, mais également la raconter au cours d'événements tout au long de l'été, pour pouvoir mettre en scène cette histoire. Deuxième axe, la culture c'est de la vie. Je le disais tout à l'heure sur le sport, moi je suis convaincu qu'au lieu de regarder sans cesse les équipements, on ferait bien de regarder les acteurs vie associative, les acteurs culturels, rapidement, et les aider davantage. Très rapidement. Monsieur le maire. Jean-Marc Pujol. Une scène nationale, un conservatoire parmi les premiers de France, le festival de musique sacrée, Visa pour l'image et tant d'autres choses. Et surtout, le théâtre Jordi Percerda. Je vois encore les manifestants qui sont là autour de la table s'opposer à ce que j'allais faire. Alors je les invite à venir visiter ce théâtre complètement restauré avec justement une résidence artistique à l'heure actuelle de Gérard Gérard. Ce qu'il faudra faire, c'est dans les mois creux, en revanche, trouver les sujets d'une animation pendant les mois creux, c'est-à-dire les mois de novembre, les mois de janvier, les mois de février. Le reste est bien pourvu et je m'efforce de trouver les solutions avec les acteurs culturels. Un mot très court d'Alexandre Bollot qui a parlé un peu sur la culture tout à l'heure, mais très rapidement. Oui, parallèlement à ce que proposent mes concurrents, effectivement, ce que j'envisage dans mon programme, c'est le déménagement de la bibliothèque municipale, aujourd'hui enclavée rue Émile Zola, et que je mettrai à disposition de l'université pour créer de nouvelles classes. Je propose la médiathèque aux 2 derniers niveaux des Dames de France, qui est aujourd'hui un bâtiment public désaffecté, déserté par une enseigne privée.
C'est pour ça que ce bâtiment doit trouver une double utilité, c'est-à-dire une utilité publique, une utilité privée, de manière à ce qu'il ne redevienne pas une cage à pigeons comme il l'a été les 25 années précédant l'ouverture de la FNAC. Merci, nous arrivons au terme de ces un peu plus de 2 heures de débat de premier tour à Perpignan. Nous allons laisser à chacune de nos têtes de liste la possibilité de conclure. 30 secondes pour s'adresser directement aux électeurs. Après tirage au sort, on commence par vous, Louis Alliot. Oui, mais Perpignanais, Perpignanaise, simplement pour dire que nous arrivons au bout d'un chemin, au bout d'un système, que les personnes qui se présentent aujourd'hui à l'élection, dans une très grande majorité, ont des responsabilités ou ont eu des responsabilités et en ont fait ce que vous savez aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre. Et je pense que si nous voulons une véritable alternative politique, eh bien, il n'y a qu'un seul choix, il n'y a qu'une seule liste. C'est la liste que je conduis, Perpignan en grand, pluraliste, pluriel et qui défendra l'intérêt général de tous les Perpignanais. Alexandre Bollot. Alors oui, il y a un sujet qu'on a très peu abordé dans le cadre de ce débat, c'est la moralisation de la vie publique. Moi, ce que je propose dans le cadre de cette campagne, c'est l'alignement du montant des indemnités des élus sur la vie réelle, la transparence évidemment dans l'attribution des logements sociaux, mais également des places en crèche, la suppression des voitures avec chauffeur pour les élus qui paraît une aberration dans une ville de 100 000 habitants, mais également un budget municipal totalement transparent et particulièrement concernant les frais de représentation qui seront réduits à leur strict minimum si vous me confiez l'honneur de devenir votre maire. Merci. Romain Gros. Oui, le 15 mars, nous allons avoir un choix stratégique à faire pour notre ville. Choix stratégique parce que je ne peux pas me résoudre à voir Perpignan dernière de tous les classements, dernière de tous les pelotons, quoi qu'il arrive, et dans une situation de marasme que nous ressentons tous. Aujourd'hui, j'ai réuni autour de moi une équipe d'expérience, une équipe de compétences et surtout des Perpignanaises et des Perpignanais qui aiment leur ville. J'aime ma ville aussi, comme chacun des Perpignanais qui va se prononcer le 15 mars. Le 15 mars, nous avons une arme pour faire renaître notre ville. C'est le bulletin de vote. Votez pour Perpignan le 15 mars. Clotilde Ripouille. Je dis aux Perpignanais que cette élection est extrêmement importante. Ils ont l'occasion de reprendre leur destin en main. Depuis 6 ans, depuis 10 ans même, je suis à leur côté. Je suis une femme libre et j'ai constitué une équipe compétente et libre. Nous leur avons proposé un programme avec 100 projets pour changer Perpignan. Aujourd'hui, c'est à eux à faire la décision. Qu'ils ne se trompent pas. Il est important de changer, de rompre avec le système clientéliste actuel. Beaucoup se présentent et se cachent derrière leur absence d'étiquette, mais ils ont cautionné ce système. Choisissez la liberté, votez libre. Olivier Amiel. Le mandat de maire dure 6 ans. Dans 6 ans, ce sera trop tard pour lutter contre cette violence et cette insécurité inédite dans notre ville. Dans 6 ans, ce sera trop tard pour sortir du marécage du clientélisme et de la corruption. Dans 6 ans, ce sera trop tard pour rattraper tous ces trains de l'innovation et du progrès économique, social et environnemental qu'on a loupé pendant de trop nombreuses années. Aujourd'hui, ne vous faites pas voler ce moment de démocratie et cette liberté de choix par ceux qui nous disent que le vote est déjà fait. Tout est possible encore aujourd'hui. Regardez les programmes. Il y a plein de thèmes qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Le handicap, la végétalisation et d'autres thèmes. Je pense qu'il faut que ce soit programme contre programme. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Après, ce sera trop tard. Agnès Langevin. Avec mon équipe, nous proposons vraiment d'ouvrir une nouvelle page à Perpignan, un avenir positif, un avenir qui prépare la ville au choc climatique, à ses impacts, et aussi un projet qui répare la ville dans son tissu urbain et dans son tissu social. Les solutions existent, il faut être déterminé, travailler, se retrousser les manches et ensemble, nous pourrons finalement faire de ce mandat le mandat du siècle. Jean-Marc Pujol. Perpignanais, regardez votre ville, comment elle évolue. Vous l'aimez, comme moi. Je l'aime et je dis la vérité. On va continuer à la construire ensemble parce que seul, on ne fait rien et vous le savez. Je suis auprès de vous tous les jours avec mon équipe. Et donc, Perpignan qu'on va construire, c'est Perpignan pour vos enfants, c'est Perpignan pour vous. Merci. Caroline Forgue. À l'alternative, nous vous proposons de construire collectivement notre avenir à Perpignan, pour l'humain, pour l'écologie. Nous voulons une ville écologique et dynamique, une ville égalitaire et solidaire. Nous voulons une ville attractive, culturelle, ouverte sur le monde. Nous avons une chance historique cette année de changer la donne. Soyez avec nous, actrices et acteurs de ce changement. Ne restons pas sur le chemin.
Construisons ensemble Perpignan. Votez l'alternative le 15 mars. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat sur ce plateau. Merci à l'Indépendant et à Thierry Bouldoir, à John Bourgeois et à 100% Radio. On se retrouve très vite pour la suite des débats de premier tour sur l'antenne de Via Occitanie. Les prochains, ça sera ce jeudi à partir de 21h. Toulouse, puis Albi. Très bonne soirée à tous. À la une de ce journal, on revient sur le premier débat des municipales à Perpignan. Vous avez pu le vivre sur notre antenne. Sécurité, transport, tous les sujets ou presque y sont passés. À suivre également le déclenchement du stade 2 de prévention au coronavirus par les pouvoirs publics. Le confinement des personnes revenant des zones exposées au Covid-19 n'est désormais plus nécessaire. Et puis les volleyeurs de Montpellier vont devoir se surpasser pour aller plus loin en Coupe d'Europe. Ils reçoivent Rennes mercredi soir en quart de finale retour. À l'aller, ils se sont inclinés 3-7-0. C'est scandaleux. Olivier Un élu de la nation ne doit pas faire ça. On laisse répondre Romain Gros. Débat animé ce mardi à l'occasion de ces municipales à Perpignan. Je réponds à la mauvaise foi d'une candidate qui n'a à m'opposer que le sectarisme. Vous votez contre toutes les délibérations de la région, y compris la baisse des indemnités et tout ce qui concourt au pouvoir d'achat des habitants de Via Occitanie vous proposait 2 heures d'échange entre les têtes de liste. On retiendra la question de la mobilité qui a été longuement abordée. Comment revoir le tissu urbain à Perpignan? Perpignan, c'est 100 000 voitures qui circulent. Nous proposons les transports en commun gratuits. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de passagers dans ces transports en commun, 9 millions, que dans les années 60, avant les années 70. Aujourd'hui, si on fait la gratuité, les recettes, c'est 6 millions d'euros. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans la poche des contribuables perpignanais 6 millions. Toutes les villes se mettent avec les véhicules autonomes et d'autres solutions. Je ne sais pas laquelle il faudra prendre, mais en tout cas, je sais que ça ne sera pas une solution aussi ringarde et coûteuse que le tramway. Il a aussi été question de parler chômage, qualité de vie, réaménagement urbain et de commerce en centre-ville. Une thématique importante aussi, la sécurité. Le principal problème aujourd'hui Perpignan, c'est la drogue. Tant qu'on ne pointera pas ce problème numéro 1 à tous les niveaux, eh bien, on ne réglera pas le problème. La police municipale, elle doit être auprès des citoyens. Elle doit être dans les quartiers et dans tous les quartiers avec des patrouilles à pied. Excusez-moi, quand on gère une ville, on la gère d'une manière sérieuse. Moi, aujourd'hui, première police municipale de France. Seul bémol, la question de l'écologie et de la transition énergétique n'ont pas été abordées. Vous pourrez suivre sur Via Occitanie le débat des municipales à Toulouse prochainement en partenariat avec le groupe La Dépêche et 100% Radio. C'est ce jeudi dès 19h et ça se passe aussi sur viaoccitanie.tv.